Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où l'on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Eh bien, ça va et toi ? On va parler d'un film intéressant aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ouais, on va pas parler d'un film de la semaine, pour le coup. On va parler d'un film d'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Ça fait 2 ans déjà, 2021, ouais. Ouais, ça fait 2 ans déjà. Donc ouais, le premier Dune de Villeneuve. Donc on vous prévient, on va spoiler le film. Et voilà, on prépare le film de la semaine prochaine qui sera Dune 2. Et on n'est pas tout seul, hein, Ista, je crois. Effectivement, dispositif exceptionnel, invité exceptionnel avec Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci les gars, merci de m'avoir invité, c'est super cool. On va discuter d'un lore gros. Ouais, toi t'es fan de Dune depuis longtemps, toi, je Non, crois. pas spécialement depuis très longtemps en vrai, mais en fait quand j'ai dit Ouais. c'est une découverte tellement riche que forcément quand tu te prends dedans c'est addictif. T'as envie de tout lire, quoi. Ouais ouais. C'est dur, en vrai c'est dur. On va pas se mentir. Bon, on en reparlera après, mais ouais c'est compliqué. Mais toi, juste pour savoir, t'as lu quasiment tout Non, il me reste Tout dessus, ou des écrits du fils à finir. Mais bon, on en reparlera encore. Mais du coup, c'est pas le père, quoi. On n'est pas sur la qualité de plume du fils Tolkien par rapport au père. Là, c'est pas pareil. Ok, mais le père, t'as tout vu. Ouais, j'ai lu alors, les 6. ok. Le père a écrit les 6 premiers tomes de Dune, donc le cycle de Dune, et eux, je les ai tous bouffés plusieurs fois. Beaucoup trop. Et tu sais quoi, ça tombe bien puisqu'on va démarrer, puisqu'on démarre toujours avec la production un peu du film, mais bon, là on va démarrer de plus loin encore, puisqu'on va démarrer de Frank Herbert, du coup le romancier du coup de Dune. Tu peux nous en parler un petit peu, et puis de Dune, l'œuvre littéraire. Frank Patrick Herbert, qui est né dans les années 20, en 1920 d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et est mort en 86. Pour le coup, donc il a écrit, c'est un monsieur qui est né à Washington. Il est mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 65 ans, et c'est un mec qui a fait beaucoup de travail dans sa vie, qui a bossé pour pas mal de journaux et autres, et il a eu plusieurs passes dans sa vie où il a essayé de se dédier pleinement à l'écriture. Ça n'a pas forcément marché tout le temps. Il y a eu des déboires personnels qui ont fait qu'il y a des moments où il a repris d'autres choses. Il en a fait ça. En l'occurrence, je crois que si je me trompe pas, sa première femme est morte lorsqu'il achevait à peu près la moitié du cycle de Dune. Donc ça a joué probablement sur la direction que ça a pris par la suite, j'imagine. Ah oui, je pense. Après, lui, il a une vie un peu spéciale, hein. J'avais vu des trucs où genre pendant des années, il restait justement chez lui à écrire Dune. Ouais. À l'époque, et je crois que c'est sa femme qui travaillait, et pendant que lui, il était en train de travailler Dune. C'est ça, pour pouvoir essayer pour essayer de le lancer en tant qu'écrivain à temps plein. Ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt Au final. Ça a plutôt bien marché, oui, parce qu'il reçoit 2 prix, si je ne m'abuse. Alors déjà, son premier livre de Dune, il l'a écrit en 2 parties, donc qui sont sortis en 63 et 65, donc qui commencent déjà à dater, hein, on va pas se mentir. Et là-dessus, excuse-moi, je cherche parce que je m'étais pris mes notes justement, et il avait reçu 2 prix justement. Oui, le prix Nebula en 65 et le prix Hugo en 66. C'est ce qui lui a permis ensuite de se faire connaître et de récupérer un peu de fonds pour pouvoir se consacrer pleinement à sa passion, l'écriture. Ouais, c'est ça. J'avais lu 2-3 trucs que, en fait, quand il avait sorti le film, c'était un succès. Enfin, le film, son livre, ça a été plutôt un succès critique sur le coup. Même si c'était pas un succès public tout de suite, je crois, c'est vraiment. Non, ouais. Je crois que c'est passé c'est les universitaires aussi surtout qui ont fait connaître le livre et tout, et après c'est devenu l'œuvre que c'est devenu après, quoi. C'est ça. C'était le premier roman de science-fiction qui parlait réellement d'écologie à ce point, pour le coup, entre autres sujets ultra importants, mais vraiment l'écologie c'est au cœur même de toute l'œuvre de Dune, pour le coup. Et c'est vrai que c'était dans le registre de la science-fiction. C'est le premier à mettre ça autant en avant. Oui, parce qu'avant, les livres de SF, c'était plutôt de la hard SF, je crois. C'était plutôt des Comme 2001, quoi.
C'était des bouquins sur l'intelligence artificielle, les robots, Asimov, tout sur ça. Asimov, c'est clairement inspiré de. Enfin, il y a vraiment une corrélation entre Asimov et Herbert, pour le coup, sur pas mal de choses. Ouais. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas du tout Asimov, donc je pourrais pas être vraiment la meilleure personne pour en parler. Mais c'est ce qui ressort beaucoup. C'est que Herbert s'est inspiré sur pas mal de choses, pas mal de factions de Dune qui sont clairement qui sont repris d'Asimov pour le coup. Ouais, juste une question peut-être avant de parler du bouquin. Toi, c'est quoi pour toi le cœur du roman en fait, pour toi de Dune? À la base, je pensais que c'était le parcours du héros comme on le connaît tous. Et puis plus le cycle de Dune avance, plus on se détache, même si on reste un peu là-dedans. Il y a vraiment beaucoup d'ampleurs qui sont mis autour de tout ça. Et bien sûr, on peut pas parler du cycle de Dune totalement aujourd'hui parce que ce serait spoiler complètement toute l'intrigue. Mais il y a vraiment il se passe des choses complètement folles dont au fur et à mesure de la lecture, tu t'attends pas à aller aussi loin, et puis encore plus loin, et puis encore plus loin. Bon, ça va. Certains diront que c'est de la psychologie de comptoir éventuellement, mais réellement, pour le coup, dans un bouquin traiter autant de sujets divers et variés, parce que ça traite quand même de philosophie, de psychologie, politique, politique vraiment dans tous les sens du terme, écologie forcément, et religion. La religion, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui est quand même très présent dans l'œuvre aussi. Et donc il y a les bienfaits et tous les déboires de tout ce que je viens de citer. Donc en fait c'est ça, c'est tellement complet qu'il n'y a pas vraiment un thème qui ressort, je pense. Après, je pense aussi peut-être que le début de l'œuvre, ça commence vraiment comme le parcours du héros, oui. Avec de Campbell, on connaît, tu vois. Mais et qu'après déjà. Ça prend. Oui, après il y a un aspect mystique, philosophique à l'œuvre, il me semble, et politique aussi surtout. Mais et que après ça dévie vers autre chose que le parcours du héros, parce que malheureusement moi je me suis fait spoiler un ou deux trucs, donc je sais certains trucs, ça va pas être ça va pas être Luke Skywalker quoi, pour la trilogie. Mais ouais, du coup c'est assez intéressant. Mais pour toi c'est quoi vraiment c'est quoi le plus important, parce que je sais qu'il brasse plus de choses, mais en tout cas toi ce qui te marque le plus c'est quoi? C'est l'aspect mystique, philosophique, politique. C'est quoi qui t'accroche le plus toi dans le roman? Je pense que c'est le côté politique alors je suis pas du tout religieux, mais ça va être la politique et la religion, je pense. Je mettrais les deux au même plan, parce que la façon dont ils traitent les deux sont pas révolutionnaires du tout, mais c'est pas si souvent qu'on tombe sur ce genre de personnage dans la littérature. Aussi développé. Après, peut-être qu'à l'époque aussi, c'était peut-être nouveau, en fait, dans ce genre de littérature. C'est vrai. Parce que je crois que c'était un truc hyper actuel à l'époque où c'est sorti. Il me semble. J'ai pas lu énormément de romans dans ma vie, mais j'en ai quand même lu pas mal. J'ai jamais retrouvé des personnages aussi, jusqu'au boutiste dans leur façon de penser et faire. Ouais, ils ont l'idéologie, ils vont jusqu'au bout. C'est une œuvre un peu extrémiste dans la façon de penser. Quand on prend la globalité, dès le départ, de toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas trop de place pour le doute ou quoi que ce soit. Ça va tout droit, on sait, il n'y a pas le choix, t'y vas, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais en même temps, ça brasse tellement de choses. L'œuvre, je sais pas si toute la saga Dune au cinéma va réussir à peut-être avoir tout ce dont ça brasse, quoi. Mais pour le coup, toi, les adaptations, ils t'ont satisfait avant celle dont on va parler aujourd'hui? Celle de Lynch, forcément, il y a un truc. Parce que Lynch, il manque des choses. Il manque vraiment des éléments dans celui de Villeneuve qui sont pas réellement problématiques, mais que typiquement à la fin du visionnage du premier, on attend que ce soit cité. On se dit, deuxième épisode, il va falloir qu'il nous introduise ça, sinon je vais commencer à grimacer un petit peu. Parce que objectivement c'est des choses qui sont trop importantes dans le lore de Dune pour ne pas les mettre en avant, ou c'est même presque honteux de ne pas les avoir déjà présentés. Du coup Lynch, lui, pour le coup, il allait vachement dans le tout de suite, dès l'intro, la voix off de la princesse Irulan et tout, etc. Ça te pose déjà le débat. Bon, déjà ça te montre que c'est un film, si t'as pris quelque chose, c'est mieux. Sinon tu vas lever les yeux au ciel, ça va te sortir un peu du truc. Mais celui de Lynch, il va vraiment, même si tout va beaucoup trop vite, c'est un condensé c'est le premier livre en film de, je sais plus combien il fait, 2 heures et quelques, la version longue si je ne m'abuse. Presque 3 heures.
ce qui est trop peu pour ça. Il est passé à côté de trop de choses. Il y a eu 1 ou 2 ajouts de Lynch qui étaient marrants. Mais non, il était pas mal. Il était pas mal. Celui de Lynch, pas pour le coup, de temps en temps, je peux me le remettre. Ce qui est marrant, c'est que le film de Lynch, il fait à peu près la même durée que celui de Villeneuve, sauf que Villeneuve, lui, va à la moitié du roman, et que que celui de Lynch, il fait tout le roman, c'est ça. Mais toi, tu l'avais vu, Ista ? Le Lynch, oui, je l'ai vu. Ouais, j'avais pas trop accroché, c'était un peu bizarre. Voilà. Lui, il a pas pris de trucs. Non, c'est ça. C'était un peu chelou. Ouais. Je n'ai pas un très très bon souvenir, effectivement. Moi, je suis un gros fan de Lynch, j'adore tous ses films, mais j'avoue que celui de Lynch, il était compliqué. Surtout que à l'époque, moi, je connaissais rien à Dune quand j'avais regardé celui de Lynch. Et en fait, il y a un nombre d'informations que le mec te fait passer. Genre, par exemple, il y a toute une intro, je crois que dans la version longue, avec tout un texte défilant, une voix et tout. Enfin, il y a tellement d'informations que quand tu connais rien à l'univers, c'est tellement brouillon, quoi. Puis après, le film, il y a tellement de trucs, tu passes à côté. Enfin, tout va trop vite. Il est trop dense, en fait, le film. Malheureusement. Ouais, je me souviens surtout que ça rushait à la fin, vers les 30 dernières minutes. Ah oui, non mais c'est... Il y a une ellipse et ça part d'un coup, quoi. Et d'ailleurs, je sais que maintenant c'est revenu à la mode de dire que le Dune de Lynch est bien. Parce qu'il y a, tu sais, maintenant que celui-là est sorti, il y a ceux qui radotent, ils disent que celui de Lynch est... parce qu'il y a un truc, je pense aussi, il y a vraiment un univers décalé de Lynch, un univers steampunk un peu là, que j'aime bien aussi, tu vois, dans la DA, j'aime beaucoup la DA même l'ambiance qu'il a retranscrit, tu vois. Mais après, le film, je trouve que voilà, même Lynch le renie. Voilà, c'était pas, je trouve que il est raté, quoi, le film. Lynch laissait un peu apparaître ce qu'on pouvait penser être de la magie quand on regardait le film de Lynch à l'époque. Alors que Villeneuve est très terre à terre. Il n'y a pas de ça pour le moment. On est vraiment dans juste l'humain. On n'a pas vu de personnage spécial d'autres espèces que les humains, si je ne m'abuse. On n'en a pas vu à part le ver des sables. Mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. On a vu les Sardaukar qui sont des humains aussi. Il y a une petite créature au bout d'un moment. Oui. Je crois que c'est chez les Harkonnen, je crois. Ouais. Et il y a une petite créature, mais on sait pas trop ce que c'est. Oui, c'est très. On a vraiment très peu de choses, alors que on a la guilde, on a pas mal de choses dans celui de Lynch. Tout de suite, on commence, on a une espèce de navigateur de la guilde dans sa cuve. Tout de suite, ça pose les bases. Ça, ce genre de choses, il nous manque. Alors que ce sont des entités qui existent dans l'univers. C'est pas un des ajouts de Lynch, ça, pour le coup. On en reparlera de l'aspect mystique, fantastique dans celui de Villeneuve pour le coup. Mais il y avait une autre adaptation qui devait être faite avant celui de Lynch, c'est celui de Jodorowsky. Donc celui qui a fait La Montagne Sacrée, voilà, qui a fait des films un peu perchés, quoi. Je crois qu'il est chilien. Il a fait des films un peu perchés et il devait faire donc Dune. Il avait Salvador Dali qui était dans le film. Voilà, on a parlé dans le podcast de Dali. Oui, en plus, on a parlé de Dali. De Quentin Dupieux, du coup, mais rien à voir avec Jodorowsky. Mais voilà, il devait jouer dans le film. Il y avait H.R. Giger, qui a travaillé sur Alien, qui a fait la créature d'Alien, qui avait travaillé dessus. Et le film a été annulé. Il y a un documentaire qui est super, qui s'appelle Jodorowsky's Dune. Qui donne tellement envie de le voir, le film, réellement. Ouais, quand il en parle, ça donne vraiment envie. Il y a vraiment des idées. Mais après, il y a plein d'idées visuelles qui sont sorties dans pas mal de films après, qui ont été repompées un peu de ce script, de ces storyboards et tout, quoi. Mais il y a eu une série aussi, Cyril, si je ne m'abuse. Les Enfants de Dune. Avec ce très cher James McAvoy qui joue. Mais alors là, pour le coup, faut vraiment juste la citer, mais pas en parler parce que ça spoilerait complètement la suite. Réellement, ça se passe avec des antagonistes. Ah oui, parce futurs. que ça se passe avec des antagonistes futurs. Ouais, c'est ça. Donc faut vraiment juste voilà. Éventuellement pour les complétistes du lore qui n'ont pas peur des séries qui ont un peu mal vieilli, pourquoi pas. Autrement, je déconseille. Ouais, mais en termes de qualité, elles n'allaient pas folles. Non. À l'époque, ça a été un four, pour le coup. Je pense que réellement, c'est les puristes de Dune ou de l'univers qui manquaient d'imagerie de Dune qui se le sont fait. Je pense pas que ça ait marché des masses. Objectivement, pourtant, il y avait James McAvoy quand même, mais non. Mais non, c'était ses débuts. C'était avant Narnia, ces trucs-là, je crois. Oui, c'était même bien avant Narnia, oui. Oui, je crois que c'était début des années 2000, je crois que c'est cette période. Un peu avant, ouais. Je pense. Avant de passer à Denis Villeneuve, t'as peut-être des trucs à rajouter sur Dune, ou peut-être Frank Herbert ou quelque chose
Cyril? Qu'est-ce que alors on passe. Alors oui, éventuellement on peut parler tout de suite de la passation qu'il y a eu avec la passation. C'est son fils et d'autres auteurs qui ont travaillé sur la suite du cycle de Dune. Donc le cycle de Dune ne comporte que 6 livres, donc les 6 premiers, qui finissent clairement sur un cliffhanger. Ce qui a vraiment frustré beaucoup de lecteurs, parce que la suite n'est sortie que 20 ans après, quelques 20 ans après, quand le père est mort. Donc la suite, même si ça reprend vraiment l'univers, on sent que ça fait très, je vais oser le mot, fan service quoi. On n'est vraiment pas de mon point de vue, on n'est pas dans la plume du fils Tolkien qui a complètement compris le lore du papa et qui reprend et qui veut absolument pas dénaturer, etc. Là, le fils se sert vraiment de tout ce qui a été mis en place et qui crée une fin à la saga. Donc c'est particulier, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, pour ceux qui ont adhéré à l'univers de Dune, réellement, c'est la littérature est vraiment forcément comme toujours. Hein, une adaptation peut pas être complètement fidèle. Une adaptation cinéma peut pas être complètement fidèle à l'adaptation au livre. Mais réellement, c'est tellement plus profond et tellement plus développé dans les bouquins. Ça a été une claque quand une claque. Vraiment, quand je m'attendais pas à me prendre autant de choses à digérer quand je le lisais. Donc le premier, ça a été. Le deuxième, ça vraiment, ça m'intéresse. Parce que le premier, forcément, j'avais déjà vu le film de Lynch, etc. À l'époque, j'ai lu les livres bien après avoir vu le film de Lynch, pour le coup. Et je les ai commencés avant la sortie de celui de Villeneuve. Et ça a été, je dis, la révélation. Pour ceux qui ont du temps à perdre et qui veulent lire, lisez Dune. C'est une tuerie. Et en plus, lisez Asimov. Voilà. Ouais, mais du coup, t'aurais préféré, je veux dire, ça vaut quand même le coup de regarder ce que le fils a fait quand même. Oui, alors Dune, il y en a beaucoup qui peuvent décrocher au 3e, 4e livre éventuellement. Le 3e, je pense, ouais. Je peux pas trop en dire. On va dire que ça, sans spoiler, le cycle de Dune se sépare en 2 ou 3 phases. Et où tu lâches à la fin d'une phase et où tu n'arrives pas à rentrer dans la deuxième et auquel cas tu peux arrêter, ou alors tu t'es pris dedans et tu vas te manger chaque épisode, chaque phase du lore avec impatience quoi. Il y en a qui ont du mal à avancer. J'en ai connu pas mal qui ont commencé puis qui se sont dit ah oui moi je me suis arrêté là et bon, c'est pas forcément évident. Mais je crois même que la lecture de Dune elle est pas si évidente à la première fois aussi hein, peut-être. Objectivement, si. On n'est pas dans du Silmarillion où il y a tellement de noms. Parce que la difficulté du Silmarillion à lire, c'est de retenir tous ces noms, toutes ces choses, remettre dans le contexte un nom que tu as déjà. Enfin, vraiment, on te balance tellement de noms qui sont pas naturels à nos oreilles que c'est un peu compliqué de retenir forcément. Alors que Dune, réellement, j'ai un copain qui... Tiens, je vais faire une petite dédicace pour info, parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un copain qui avait eu 20 sur 20 au bac en philo. Et quelques années après, je lui dis, mais quand est-ce que tu as lu Dune ? Est-ce que par hasard, tu l'aurais pas lu juste avant ton bac et que tu t'en serais pas un peu servi, histoire de... Parce que ça, réellement, pour un gamin de 18 ans qui passe son bac en philo, tu balances quelques petits trucs dans Dune, le mec il va se dire ah ouais bon le monsieur il est un peu plus mûr que son âge. J'exagère mais pas de beaucoup hein. Il a eu 20 à son bac et il me l'a admis carrément, il m'a dit non mais cherche pas hein. C'est clairement Dune je me suis servi de Dune pour ma philo et ben voilà ça marche. Petite anecdote rigolote. Donc, non c'est juste un peu de philo, des notions religieuses qui peuvent alors voilà il va maltraiter certains concepts en sublimer éventuellement d'autres qui peuvent être dérangeants en fonction du parti pris de la personne. Éventuellement, ça peut gêner, mais en aucun cas, ça le rend difficile à lire. C'est pas très compliqué. En fait, à partir du moment où j'irais pas le faire lire à un enfant de 14 ans qui a pas forcément des notions, de réelles notions de philosophie, etc. Ou alors si, mais il passera à côté de pas mal de choses malgré tout. Mais je pense qu'un très jeune adulte, ça va être je pense que ça peut être une très belle petite baffe pour un jeune adulte, pour celui qui veut se lancer dedans. Bah voilà. À partir de jeune adulte, je dirais. Les jeunes de 17 ans qui passent leur bac cette année, n'hésitez pas à lire et citer Dune. Allez, la petite anecdote. Je dirais merci Cyril. Voilà. Mais pas très compliqué à lire. Réellement, on n'est pas sur une œuvre très compliquée à lire. Ça se lit très bien, c'est très descriptif. Ça prend son temps. Il n'y a pas besoin de relire des chapitres.
peut-être qu'un jour on lira Moïsta. on te dira ce qu'on en pense. On va passer peut-être au petit portrait de Denis Villeneuve quand même. Génie incompris. Pardon, je l'ai dit. Alors, Génie incompris, je sais pas, il est quand même populaire. Villeneuve, il a quand même... Ouais, mais il a il a sa base de détracteurs quand même. Hein. Oui, bah après voilà, c'est comme tous les réalisateurs impopulaires, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais moi, je trouve qu'il a une carrière un peu atypique, le Denis, parce que Denis Villeneuve, déjà, bah, c'est un gros geek de SF, de base. C'est un gros fan de SF, il disait qu'il lisait les revues Métal Hurlant, donc voilà, les fameuses revues... tous les fans de SF te citent, tu sais, les vieux fans de SF, ils te citent, ah, moi je lisais Métal Hurlant, que j'étais petit à chaque fois, j'ai l'impression. Bref, bah lui c'est un Canadien, c'est un Québécois même, je crois. Enfin, en tout cas, il est Oui, il a l'accent bien québécois. C'est ça, je crois qu'il a pas vécu en ville, il a vécu dans des campagnes, voilà, c'est là où il a découvert la SF, ou voilà, et dans le fin fond du Canada. Et il a fait ses premiers films, de base même, il était même pas forcément destiné à faire du cinéma, même s'il a toujours aimé le cinéma, mais je crois qu'il a fait des études qui n'ont rien à voir avec le cinéma de base. Mais il a commencé avec des films plutôt de festival, hein, donc il a même remporté des prix pour certains de ses films. Donc il a fait 2 films, il a commencé dans les années 90, qui s'appelle Maelstrom, je sais pas comment prononcer, Maelstrom, et un 32 je crois qu'on août. dirait. Voilà, merci. Et un 32 août sur Terre, donc c'est 2 films qui sont assez dur à trouver d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à la trouver, que ce soit en DVD, Blu-ray ou même sur internet ou tout ça. Et c'est 2 films que lui renie un peu, enfin en tout cas il les trouve pas très bons aujourd'hui parce que il les a fait il y a longtemps et il est revenu après avec un film qui s'appelle Incendie où là vraiment on va dire qu'il a attiré beaucoup de gens et c'est avec ce film qu'il s'est fait une certaine renommée. Il s'est passé une décennie entre ça déjà, oui. Donc, ouais, presque. Il a travaillé, c'est presque ça. Mais après, je crois qu'il a fait beaucoup de clips, il me semble, ou autre chose, mais il se lançait plus dans le long métrage. Et puis il est passé dans le cinéma américain après le succès d'Incendie. Il a été recruté, hein. Mais c'est quand même un mec qui a quand même réussi à garder son identité du début à la fin, quoi, même s'il était aujourd'hui, il fait des blockbusters à 200 millions de dollars américains. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il a pu faire un peu ce qu'il voulait dans ce système hollywoodien, quoi. Et je pense qu'on peut distinguer 3 périodes un peu de sa carrière, hein. Donc la période canadienne, après la période un peu thriller US, donc Enemy, Prisoners, Sicario. Et après, maintenant, il est dans une vibe beaucoup plus SF. Là, c'est le 3e film d'SF qu'il a fait, enfin même 4e avec Dune 2 qui sort, et voilà, quoi. Mais on remarque quelque chose, j'ai remarqué quelque chose, j'avais pas du tout remarqué quand j'ai regardé sa filmo, c'est que il scénarisait ses films jusqu'à Incendie. Il a plus scénarisé de films dans tout son passage hollywoodien, jusqu'à Dune, du coup. Dune 1 et Dune 2 qu'il scénarise. Et c'est un réalisateur qui fait des films de différents genres. Des fois même il mélange les genres, hein. Je pense à Premier Contact par exemple, qu'un film de SF mais qui finalement est plus un drame. Même Sicario qui prend un peu à revers, je trouve, parce que tu peux t'attendre à un film d'action. Sicario, c'est un documentaire. Et bah voilà, ouais, il te fait un autre type de film, quoi. Donc il te fait un fait divers, à un moment dans le film ils disent tu vois, ça passe, ce qu'on vient de faire, ça passera même pas au fait divers de El Paso. Tiens, bah regarde, voilà, il te fait un fait divers, il t'en fait 2 heures, un film bien monté, voilà. Villeneuve. Ouais, j'ai découvert Sicario il y a pas longtemps, et j'étais un peu sur le cul parce qu'en fait à chaque fois il me surprend, en fait, Villeneuve. À chaque fois je crois m'attendre à un truc et à chaque fois j'ai pas du tout ça. Donc moi je trouve ça assez agréable dans le paysage hollywoodien, même si on retrouve certains trucs, hein, dans son ciné, hein, c'est tout le temps des drames familiales, hein. Même dans Dune jusqu'à maintenant c'était un drame familial aussi, tu vois. Après Incendie, Prisoners, même Blade Runner quelque part c'est un peu un drame familial. Oui. Il y a toujours oui, c'est vrai. Il y a toujours un rapport aussi très violent, de vengeance. Il y a le thème de l'identité aussi qui revient beaucoup dans le film, de savoir un peu qui on est. Blade Runner, typiquement, c'est vraiment ça, quoi. Même Premier Contact. Pour le coup. Et même Dune, un peu, finalement. Le personnage de Timothée Chalamet, un peu en quête d'identité aussi. Hein, on pourrait même remonter jusqu'à Sicario avec le personnage de Emily Blunt, hein, quand elle se retrouve là où elle est. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, les femmes ont une place assez importante dans son cinéma, hein. Je vais pas dire qu'il fait un cinéma féministe, je vais pas avancer ça non plus, mais en tout cas, les femmes sont quand même assez mises en avant. On n'est pas chez Besson, quoi. Non, mais on peut comparer à Nolan, par exemple, oui. voilà, les femmes sont pas très... ils ont un style qui se ressemble un peu, même si...
quand même des grosses différences, mais voilà, c'est des mecs assez terre à terre, voilà, dans C'est leur vrai qu'ils sont approche. cités souvent ensemble, Nolan et Villeneuve. Je vois pas réellement pourquoi, pour être honnête. Bah, parce qu'ils ont une approche très Si. réaliste, très terre à Oui, terre des ouais. choses. Ouais, c'est le cinéma un peu froid aussi. Ouais, un peu de ça. Et puis, enfin, c'est les deux auteurs qui font des blockbusters hollywoodiens qui ont du succès, quoi, depuis 10 ans, quoi. Enfin, bah, Nolan depuis un peu plus longtemps, mais. Bah, Villeneuve, il a jamais eu de gros succès encore. Hein. Mais là, ça va arriver. Ah, Blade Runner, c'était pas un gros succès? Non, non, c'était c'était un flop. Blade Runner, c'était un flop. Mais, Ouais. mais c'était son seul flop, en vrai. Parce que les autres films, ils coûtaient moins cher. Non, mais ça a marché, mais ça n'a jamais fait des cartons, tu vois. Ouais. Oui, on n'est pas. Oui, sur les non, cartons mais en du- fait, Ouais. il y a des trucs comme genre Comparé à Prisoners. Nolan, quoi. Il a fait Dark Knight ou quoi, tu vois. Mais oui, non, Oui, mais ça oui, a bien marché. bien sûr. Parce que, en fait, ça coûtait pas très cher, mais là, bon, Dune 2 est parti pour faire un énorme carton. Donc, je pense qu'il va l'avoir. Alors, son succès, ça va arriver. Bah là, oui, il va avoir sa saga, Ouais. sa trilogie. Parce qu'il faut que toujours qu'un réalisateur ait une trilogie à Hollywood ou un truc comme ça, là. Mm. J'ai remarqué qu'il y a toujours un peu un mystère dans ces films. Il y a toujours un mystère dans Incendie. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment un truc, un vrai mystère. Bah, Dune, c'est que des mystères. Blade Runner, reveal à la fin. Premier Contact, reveal à la fin. Sicario. Voilà, il y a toujours pareil, Prisoners, hein, c'est littéralement chercher Prisoners, un. c'est ça. Hein, c'est, Qui voilà, c'est toujours c'est toujours un genre, mais même Sicario avec le personnage de Benicio Ouais. del Toro, on sait pas Bah trop oui. ce qui l'amène à faire tout ça, et puis on le découvre à la fin, voilà. Et puis c'est un peu un jeu de piste parfois, voilà. C'est ça que moi qui me tient un peu en haleine dans son cinéma. Et c'est un cinéma évidemment hyper contemplatif, donc voilà, il a un oui, style ça. très lent, très minimaliste, donc il fait des travelling très très lents, voilà, il a un style hyper minimaliste dans ses décors, bah, dans Dune, on en reparlera tout à l'heure, c'est encore ça. Les dialogues, voilà, ils prennent leur temps, il y a des silences, ils laissent reposer, il y a, Oui. et voilà, il y a- Et la musique, il y a- il laisse la musique travailler dans ses films. ah oui, c'est ça aussi. surtout, ouais. Ah oui. Et ben là, en plus il a pris Zimmer là, donc donc on l'entend la musique, quoi. Ah bah. Et voilà, beaucoup de narration visuelle dans son cinéma. Et ça, c'est vraiment une anomalie dans le cinéma hollywoodien, je pense, hein, d'un mec qui fait un cinéma hyper lent. Enfin, je veux dire, des films comme Blade Runner 2049, Premier Contact et Dune, Dune. enfin, c'est quand même des trucs hyper spécial, quoi. C'est pas rythmé, c'est pas, y a pas d'humour. Tu vois, c'est pas dans une vibe qu'on a depuis 10 ans. Non. Ah oui, non, il va à contre-courant de la formule avec les, il faut rire à tel moment, il faut pleurer à tel moment. Il est pas du tout dans applaudir à tel moment. Oui, il est Faut pas du applaudir. tout dans ce mood-là, hein, pour le coup. Lui, il fait son truc comme au rythme où il l'a écrit, ou du moins où ça a été écrit. Et pour le coup, ouais, il réalise son truc comme ça. Bah, quand tu regardes un peu sa filmo, j'ai l'impression, même s'ils sont pas vraiment tous comme ça, c'est le côté contemplatif donne un peu le côté documentaire. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est vraiment le temps. Il montre le temps t'as le temps d'étudier le décor, t'as le temps d'étudier les traits de l'acteur quand il réagit ou quoi. Vraiment, t'as le temps d'étudier pourquoi il travaille. Oui, je suis d'accord. Ista, toi, t'aimes bien son cinéma aussi, j'imagine, peut-être. Ouais, bah moi j'avais les découvert avec Prisoners, comme beaucoup de monde, je pense. Ouais. Et ouais, j'avais beaucoup aimé. Et je pense mon préféré dans ce qu'il a fait, c'est Premier Contact. Ouais. Notamment le twist de fin que j'avais trouvé fou à l'époque. Et Blade Runner, j'aime beaucoup le visuel. Mais après, le film, j'avais trouvé un peu chiant. Mais j'aime quand même plutôt bien le cinéma de Villeneuve. Ouais. Et toi, Cyril, c'est un gros coup de cœur. Avant même Dune, évidemment. Ah oui, non, bah ouais, c'est ça. Bah, c'est Prisoners aussi qui m'a fait le découvrir. Bon, première fois que j'ai vu des Prisoners, je l'ai détesté. Mais j'ai pas détesté le film. En fait, je suis sorti énervé à cause de Paul Dano. Vraiment, je te jure. Physiquement, ce mec, il m'a déclenché un truc. Alors que, enfin, tu vois, cet acteur, je l'adore. Depuis Swiss Army Man, entre autres, il a fait des trucs de fou. Mais, ouais, la première fois que j'avais vu, il m'a dérangé de fou ce film. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Ah, vraiment, c'est. Après, le personnage est dérangé. Ouais, un peu ouais. bizarre. Ouais, ça aurait pu. Moi, à l'époque du twist de Sixième Sens, j'étais très jeune, celui de Shyamalan, et je me rappelle qu'à l'époque, il avait fait ça. Tout le monde en parlait, quoi. Et j'ai pas compris que tout le monde parlait pas de ça. Honnêtement, je me suis dit, attends, c'est un truc de fou quand même. Il faut en parler, parce que quand tu regardes sa filmo là depuis 2010, moi personnellement, je la trouve un peu irréprochable. Bon, après, je suis un peu Villeneuve-Zouz, mais enfin pas plus spécialement que ça en fait. Il y a aucun de ces films que j'adule, mais il y a tous ces films là, tout de suite je peux mettre play et me remettre, aucun problème, à n'importe Ouais, quel moment. bah tu parlais d'être décontenancé, bah moi c'est un peu ça. Tu sais, genre Prisoners par exemple, tu vois. Moi j'adore Ouais. les thrillers.
par exemple. Et donc quand j'ai vu Prisoner, je m'attendais à un thriller de recherche d'un tueur et tout, et c'est ce qu'on a, hein, vraiment. Mais moi, ce qui me marque, c'est vraiment le drame familial. Tu vois, c'est Hugh Jackman qui commence à se détruire lui-même, à détruire sa famille, parce pour retrouver évidemment sa fille. Mais genre vraiment, moi, c'est vraiment ce drame familial qui me tient. Et à chaque fois, je suis un peu surpris. Genre premier contact, je me souviens, je suis allé au ciné, avec des potes. J'ai vu juste c'était un film de SF et en fait tu regardes le film et ça n'a rien à voir avec ce que tu pourrais penser du film. Déjà la musique, tout déjà dès les premiers instants te mettent dans un mood spécial. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment une super ambiance dans ces films. Et Premier Contact, c'est un de mes films préférés aussi, comme Ista, parce que franchement, les films de SF, il y a beaucoup de films de SF qui se ressemblent beaucoup, tu vois, faut dire la vérité, voilà, ils ont les mêmes traitements et tout, et là ça parlait de quelque chose de différent pour le coup, et là vraiment c'est ça qui m'a vraiment accroché. Et j'adore Prisoner, j'adore Incendie aussi. Franchement, je crois que vous avez pas vu Incendie vous deux, mais vraiment scénaristiquement je trouve que c'est un film super, hein. Là pour le coup je vous jure, vous allez être sur le cul vraiment à des moments précis, quoi. Ça m'a vraiment touché. Tout le temps, je vais le rattraper. Après moi je trouve qu'il y a certains films où je suis moins fan, tu vois, genre Enemy, par exemple, je suis beaucoup moins fan d'Enemy. Enemy est spécial, hein, très très spécial. Bah, c'est un film mindfuck, mais j'ai l'impression qu'il a fait ce film mindfuck juste pour faire un film mindfuck, pour le coup. Oui, parce que c'est ça. C'est pas si intéressant que ça, ce qui s'y passe en vrai dedans. Et je trouve le film pas très beau, parce que, en fait, Villeneuve, c'est quelqu'un qui fait des films très monochromes. Il y a une couleur qui domine. Dans Dune, on en reviendra après. Mais par exemple, Prisoner, c'est très bleu, je crois. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et Enemy, il y a un filtre très jaune sur toute l'image. C'est jaune, ouais. Et un peu comme les Trois Mousquetaires. Non, abuse pas. Là, t'es méchant, là. T'es méchant, mais moi, ça m'avait dérangé un peu ce patine-là. Mais il y a des films, ça marche. Et après, il y a Sicario, j'aime bien. Sicario, c'est une claque, hein, franchement. Enfin, il est à la fois dérangeant, parce que, vraiment dérangeant sur plein de points, mais c'est un docu. C'est un docu. Qu'est-ce que ces enculés. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que ces empaffés ont bien pu faire pour comment c'est tellement crédible quand on les connaît, les ricains. C'est un truc de fou. L'ennemi après était très spécial. Enfin, moi j'avais rien compris au film. Je sais qu'à l'époque j'avais rien compris au film. J'avais regardé des vidéos théories sur YouTube et tout. Pourquoi pour Sicario? Un peu un contexte. Non, pour Ennemi. En tout cas, je pense que c'est son film le plus raté, Ennemi. Hein, en tout cas. Moi, c'est celui qui me parle le moins. Je pense, voilà. Après, j'aime plutôt bien. En fait, il y a aucun de ces films que je déteste, même Ennemi, je le déteste pas. C'est le moins pire. Voilà. Je trouve qu'il fait toujours un peu du bon travail. C'est juste à différents levels. Par exemple, moi, Premier Contact, dans ces films de SF, je trouve que c'est le meilleur. Voilà, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films de SF qu'on a eu des 10-15 dernières années. Et Blade Runner, par contre, j'aime beaucoup aussi. Mais il m'a surpris encore une fois, parce que tu sais, t'es là, tu vas regarder le film et t'es en mode, putain, il va nous dire si Descartes il est répliquant ou pas. Et en fait, non, enfin, tu vois, on s'en fout. En fait, dans l'histoire, il fait son propre truc. Et je trouve qu'il a super bien retranscrit. Ouais, en vrai, c'était risqué de ouf comme projet. Il a quand même réussi, quoi. Donc, et encore une fois, il a fait un film à 200 millions de patates. Blade Runner, ultra lent, qui est ultra pas. Enfin, déjà, le premier Blade Runner, il avait pas marché parce que ça avait pas attiré les gens. Et celui-là, c'était la même chose. Enfin, encore une fois, c'est un peu une anomalie, quoi. Bautista, là, dans la scène d'intro, qui est magistrale dedans. Ouais, oui. Super. Bautista. Lunettes, là. Mais il s'est passé quelque chose chez Warner, malheureusement, c'est que ils ont un peu perdu leur doudou. Ils ont un peu perdu Nolan après avoir balancé Tenet en même temps sur les plateformes et en même temps sur. Nolan n'était pas d'accord avec la politique que Warner utilisait et donc il s'est barré. Et donc ils ont un peu perdu leur auteur, entre guillemets. Et je pense que Villeneuve est là pour être le nouvel auteur chez Warner Bros aussi. Et Ista, tu vas nous parler peut-être de la production du film. Ouais, alors, c'est en février 2017, le 1er février exactement, que Villeneuve est annoncé en tant que réalisateur pour le film Dune. Il devient aussi producteur du projet. Alors, il dit qu'il va prendre son temps pour faire le film, expliquant qu'il ne s'est pas senti aussi libre à la conception d'un projet depuis son film Incendie, dont on parlait tout à l'heure, qui est sorti en 2010. Donc, pour le scénario, il va l'écrire mais il va se faire aider par le scénariste Eric Ross, qui a travaillé sur Forrest Gump de Robert Zemeckis, Révélation de Michael Mann, Munich de Steven Spielberg, Killers of Flower Moon de Martin Scorsese. Ouais, il a un gros CV, le bonhomme avec qui il a travaillé, parce que il a reçu l'Oscar pour Forrest Gump, mais il a reçu des nominations pour pas mal de films aux Oscars. Enfin, et puis voilà, il a quand même, moi je trouve qu'il a quand même du lourd dans son CV, quoi. Ah bah oui, là carrément. c'est pas un débutant effectivement. Alors, vu l'ampleur du roman et afin de respecter au mieux l'histoire, il a décidé. De quoi ?
Il l'a lu et il en est ultra fan d'ailleurs. Je me permets, excuse-moi, une petite parenthèse. Ah oui, j'espère bien. Oui, donc il a décidé de faire le film donc, en 2 parties. Voilà. Le premier film reprenant la première partie du roman. Malgré la volonté de Denis Villeneuve de tourner les 2 films au même moment, le tournage est également séparé en 2. Warner Bros. Conditionne le tournage du 2e volume au succès commercial de Dune, sorti le 15 septembre 2021. Ouais, mais là on sent déjà, pour moi, on en parlera après dans le film, mais que le studio l'a quand même un peu fait chier sur certains trucs, tu vois, je pense. Ouais, il voulait pas qu'il dépense peut-être trop de sous. Ouais. En tout cas, ils n'étaient pas sûrs du coup, quoi, je pense, à l'époque. Donc à l'écriture, donc on parlait d'Eric Ross, voilà, il a fini par rédiger un brouillon de 200 pages, mais le responsable du studio juge le scénario trop volumineux et lui demande de raccourcir l'histoire. Comme les scénaristes ne sont pas capables de le faire, Legendary Pictures engage alors le scénariste John Spaihts, qui a fait Prometheus de Ridley Scott, voilà, Doctor Strange de Scott Derrickson, Passenger de Morten et La Momie d'Alec Kurtzman, donc c'est moins prestigieux. Ouais, c'est moins prestigieux le mec qui doit réécrire, mais du coup, oui, effectivement, je pense que Villeneuve a il a un respect pour l'univers et tout, donc et ça sent, il veut rien il veut garder le plus de trucs possible du bouquin dans le film, et malheureusement c'était trop long pour la Warner, en tout cas, qui a décidé de raccourcir, et donc ils ont engagé un gars pour raccourcir le script qui est pas le meilleur malheureusement, et bon, voilà, on en reparlera après. Ensuite, à la photo, on a Greg Fraser, donc, qui a travaillé sur Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, Rogue One, Star Wars Story de Gareth Edwards, Très beau Vice film, d'Adam McKay, oui, très beau film, et The Batman de Matt Reeves, voilà, que je trouve incroyable moi, sur la photo. Donc, ouais, très, très doué le monsieur. Ouais, bah là, oui, avec The Batman, il a mis tout le monde d'accord, je pense, quand là pour le coup, mais ouais, bah là, il s'est bien entouré, Denis Villeneuve. Et il s'est entouré aussi, en parlant de bon entourage, de Hans Zimmer pour la musique, dont c'est la 2e collaboration après Blade Runner 2049. Ouais, bah on en parlera tout à l'heure de Hans Zimmer. Donc le film est sorti en 2021 après le Covid, quoi, pendant la reprise post-Covid. Ouais, il est sorti même malheureusement, je crois qu'il est sorti en doublon, hein, je crois qu'il est sorti en digital et en même temps au cinéma. Hein, 2021, j'ai un doute, mais ouais, je crois que c'est... Je crois qu'il était sorti dans les deux, et je crois qu'il s'était fait pirater en masse, tu sais, le film. Ouais. Après, il a quand même, il a pour un budget de 165 millions, il a quand même fait 400 millions, donc c'est pas un succès, hein, mais voilà, c'est quand même dans le contexte en plus post-Covid, c'est quand même pas mal. Bon, après là, le 2, il affiche des préventes qui sont plutôt bonnes, donc je pense qu'il va exploser les recettes du premier, mais bon voilà, dans les circonstances, c'est plutôt un bon score, quoi. Ok, et ensuite le film il a été nommé pour 3 Golden Globes, nommé pour 10 Oscars lors de l'édition 2022, et il a reçu 6 récompenses dans l'Oscar des meilleurs décors et l'Oscar de la meilleure photographie. Ouais, bah voilà, pour la production, on va passer... Ils sont beaux, hein, les films de Villeneuve, de toute façon, en général. Bah on en reparle tout de suite, parce qu'on va passer à la critique, mais d'abord, bande d'annonce. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils. Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité, tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète. Seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Voilà, tel est le synopsis de Dune. Donc voilà, je pense que tout le monde, de toute façon, tout le monde a déjà vu le film. Mais on va donner nos avis rapides et honneur peut-être à l'invité, de donner rapidement son avis avant d'entrer dans le détail sur le film. Qu'est-ce que tu penses globalement de Dune, mon cher Cyril ? Ouais, pas mal. Pas mal. Non, j'ai première fois que je l'ai vu, tuerie.
Alors, j'étais trop fan. Même si il manque des choses, pas forcément, parce que forcément, j'ai lu les livres, donc je vais dire qu'il manque des choses. Non. Mais dans l'ensemble, réellement, de ce qui est adapté, pour le moment, premier film ultra fidèle. Un peu de mal avec le cast au début, parce que quand j'ai vu Timothée Chalamet en Paul Atreides, Paul Atreides, c'est quand même un adolescent qui a été formé toute sa vie à être un soldat. Il a l'entraînement pré-Abindou. Enfin, il a des entraînements Bene Gesserit de fou. Enfin, c'est quand même censé être un athlète. Bon, je dis pas qu'il aurait dû pousser aller à la salle avec Momoa, mais bon, peut-être qu'il aurait dû faire quelques pompes, quelques abdos. Enfin, tu sais, histoire de se tailler un peu encore un minimum athlétique, parce que là, typiquement, premier plan, ça commence par lui torse nu. Ça m'a un peu refroidi. Mais voilà, petit grief que j'ai sur le film. Sinon, dans l'ensemble, super beau. Au niveau des décors, tout ça, je trouve, même si c'est un peu, un peu plat, il n'y a pas vraiment de... C'est pas riche, hein, pour le coup. Je veux dire, c'est de la brique. Quand on arrive sur Arrakis, c'est quand même très brut. Hein. Ouais, c'est très épuré pour le coup. Ce qui peut être dérangeant. Malgré tout, on a des... Après, voilà, quand on connaît le lore... voilà, c'est le temps que l'imagerie se fasse. Je pense qu'au premier visionnage, il y a des choses qui peuvent... dans l'ensemble, c'est un très beau film, et il y a pas mal de choses qui peuvent refroidir. Et moi à l'époque, vu que j'avais déjà lu le livre, j'étais vraiment juste trop hypé par le truc. J'ai vu le film, je me suis dit, quand est-ce que je le revois ? Juste, voilà. En bref, je reviendrai dessus un peu plus tard. Ok, écoute, on a hâte. Et toi, Ista, qu'est-ce que tu as pensé de ce revisionnage, parce que tu l'as revu là Alors, je vais parler du premier visionnage d'abord, pour dire. Quand je l'ai vu, moi, contrairement à Cyril, c'est tout le contraire. Je ne suis pas du tout rentré dans le film. Je voyais que c'était pas mal, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait, et j'ai trouvé ça un peu long, et j'avais pas du tout à rentrer dans ce film-là. Je saurais pas vraiment dire pourquoi en vrai, mais voilà, je sais pas. Oui, là je l'ai revu effectivement, et écoutez, chez moi il est remonté à la hausse. Ouais. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé le revoir en vrai. Après, petite hype du deuxième qui peut aider. Pardon ? Petite hype du deuxième qui peut aider, peut-être ? Peut-être, je sais pas. Mais comme je sais aussi un truc, je vois des trucs que j'avais pas vu aussi la première fois, notamment sur le personnage de Paul, parce que je trouve qu'il y a quand même un build-up un peu, tu vois, que le mec, il est pas très... Il peut être un peu autoritaire et tout des fois, quoi. Oui, je vois. Donc là, je l'avais pas vraiment calé ça la première fois. Où je le voyais vraiment comme le héros et tout, à la Luke Skywalker. Et en fait, comme je sais que ce sera pas ça, je commence à voir des trucs. Je trouve le film très beau. Je sais qu'on peut dire que si les couleurs sont pas assez chaudes, tout ça, notamment le désert. On en reparlera. Mais moi, je trouve que ça va plutôt bien avec le récit, parce que le récit est quand même quelque chose d'assez froid. Même les personnages sont assez froids. À part le personnage de Momoa, de Duncan, qui est plutôt cool, lui, je trouve. Mais là, j'aime bien Momoa, contrairement à Aquaman où il m'énerve. Là, je l'aime bien. Et je trouve que le cast, en vrai, en général, moi, je le trouve plutôt assez fou, quoi. Ah ouais. Il y a plein de super acteurs là, je me dis, putain, tous les gros acteurs qu'il y a. Je me rappelais même plus qu'il y avait Javier Bardem. Je fais, mais oui, Javier Bardem. Voilà. Méconnaissable presque. Ouais. Après, j'ai quand même un souci avec le film. C'est pas vraiment dérangeant, mais je trouve qu'en fait, c'est je dirais du world building, quoi. En gros, c'est beaucoup de lore pendant bien 2 heures de film, sur 2 heures et demie. Et en fait, il y a que un arc de personnage, c'est le personnage de Paul, quoi. Et sinon, et encore, je trouve qu'il subit plus qu'autre chose. Ouais. Oui. Tu vois, et voilà. Et les autres personnages autour, ils sont intéressants et tout, mais en fait, on n'a pas de background, on n'a pas grand-chose en fait sur eux. Il manquait la scène de voix off, comme dans celui de Lynch. Peut-être, ouais. Et ça suffit. Il y a ça que je dirais qui pour moi est le gros défaut du film, c'est c'est un film sur le lore, et en fait ça se voit que c'est une partie 1, quoi, en gros. Oui, alors là vraiment, oui, complètement. C'est ça le défaut que 100% d'accord. Ouais, avant de balancer mon avis, je vais quand même dire que c'est quand même difficile quand même de lancer une nouvelle franchise de SF avec tous les échecs de films de SF qu'il y a eu ces 10-15 dernières années. Bon, on a Blade Runner 2049, voilà, on pouvait le voir arriver parce que c'était un truc un peu... le premier avait pas marché, voilà. Mais je pense à John Carter, qui a été, je pense, un échec des plus gros qu'on ait jamais vu, même pour Disney. Alita Battle Angel, il a pas tellement marché non plus. Il y a un dommage. film... Oui. Mais il y aura peut-être un 2 quand même, Alita. Il y aura peut-être un 2, mais le premier a pas marché. C'était compliqué. Il y a Mortal Engines, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, oui. de Peter Ça, Jackson, c'était je nul, crois. hein. Un produit par Peter Jackson. Le produit, ouais, c'est ça.
qui a pas marché du tout. Donc ouais, il y a eu pas mal de films de SF qui n'ont pas marché. Voilà, tout le monde n'a pas eu le succès de Mad Max par exemple. Mais encore Mad Max c'était déjà une franchise de base. C'est sûr que ça a pas trop marché, Mad Max. Hein. Ah si, ça a bien marché quand même. Ça a bien marché. Après ça a pas fait le milliard, mais ça a bien marché Mad Max. Hein. Mais Je crois pas. Hein. ah si. Vas-y, Mad Max Tu Fury Road. regardes, je crois que c'est 400 millions, un truc comme ça. Hein. Oui, mais ça a bien marché. Je veux dire, c'est pas. Oui, c'est comme du nain, quoi. Oui. Oui, plus ou moins. Je sais pas. Faudrait vérifier box office, mais. De toute façon, c'est surcoté Mad Max. Pardon. J'ai dit. Oh la bombe. Voilà, bon. Mais de toute façon, ça rentre pas en compte, puisque de toute façon, Mad Max, c'était une franchise, en fait, de base. Donc, c'est pas une nouvelle franchise. Oui, aussi. C'est déjà instauré, quoi. Mais peut-être, je me dis que si Dune 2, en tout cas cette saga marche, on aura peut-être un nouveau type de blockbuster qui va venir. Parce que là, on arrive à la fin, je pense, d'un cycle du blockbuster où... je pense que là, le blockbuster tel qu'on le connaît est en train n'intéresse plus trop les gens, je pense. En tout cas, on est arrivé à un fin de cycle, donc on va avoir un renouveau, je pense, des films populaires américains. Donc, est-ce que on n'aurait pas le retour de certains blockbusters d'auteurs, à part peut-être parce que je sais que Nolan a réussi à le faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Nolan qui a réussi à avoir des succès avec ce genre de film. Et là, peut-être que s'il y a avec Dune, on va avoir peut-être des blockbusters avec beaucoup moins d'humour, beaucoup plus sérieux. Je sais pas, mais en tout cas avec une certaine vision d'auteur, des films peut-être plus lents, peut-être avec moins d'action, des trucs un peu Revenez plus... avec un cinéma avec moins de formules et plus sérieux. Peut-être. Après, la formule elle reviendra forcément. Il y aura forcément une formule au bout d'un moment dans les blockbusters, parce que voilà, il y aura une conformisation du truc, mais en tout cas peut-être un nouveau mouvement de films de blockbusters. Bon, moi j'espère, mais je ne fais que spéculer pour l'instant. Et je trouve que c'est incroyable qu'il a réussi à faire ce film-là à Hollywood, parce que c'est quand même un film qui doit satisfaire les fans de Dune, qui est vendu quand même comme le nouveau Star Wars en termes de saga, quoi. Alors que c'est pas trop ça, quoi, mais c'était un peu vendu comme ça. Il doit gérer les restrictions du studio tout en gardant une certaine patte, et je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal bien, quoi, quand même. Même s'il y a des trucs, des clichés hollywoodiens, des trucs, voilà, qui restent, voilà, les acteurs, ils sont très, très bien coiffés, tout va bien sur eux, ça c'est tous des visages de tanges, ça voilà, on est à Hollywood, quoi. Mais je trouve que voilà, ça dénote quand même beaucoup des autres blockbusters. Et ouais, bah moi j'aime plutôt bien le film. Voilà, c'est peut-être le film de SF de Villeneuve que j'aime le moins. Je préfère Blade Runner et Premier Contact. Et pour la même chose qui se passe, c'est que je pense que voilà, c'est un film qui fit beaucoup trop dans l'exposition et qui moi, j'aime beaucoup la première partie du film, les premiers 2 tiers, et le dernier tiers, j'ai un peu plus de mal, justement, parce que il y a beaucoup de setup qui ne vont pas avoir de payoff dans ce film-là, mais dans des films après, et donc c'est un peu dérangeant. Voilà, après la DA, moi, de Villeneuve, on va parler tout de suite, j'aime beaucoup, voilà, j'ai les visuels et tout. J'ai quelques restrictions vis-à-vis de sa mise en scène, et même de certains choix qu'il a fait, mais je suis plutôt globalement satisfait de cette mise en bouche. Mais voilà, comme un certain film de super-héros l'année dernière, je trouve que le film ne se finit pas vraiment. Enfin voilà, il se finit à un moment bizarre. C'est très spécial. Oui. Et donc voilà. Il souffre clairement de la partie 1 là-dessus, vraiment. Voilà. Il aurait dû faire un film de 4 heures. Il aurait dû faire un film de 4 heures. Même en 4 heures, il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait. Il 5 aurait heures. Pu traiter les 2 films éventuellement. Avec une direction. C'est 2h30 plus 2h50, je crois, le nouveau. Donc, c'est ça. Ouais. Puis il nous aurait fait une Director's Cut Blu-ray 6 heures. Voilà, c'est ça. Bah écoute, on va attaquer le Dune. Je pense qu'on peut d'abord parler de l'univers de Dune, représenté par Villeneuve. Donc l'ADA, moi, fait très Villeneuve, quoi. Déjà, on a des vaisseaux très ovales. Ça rappelle Premier Contact. On a ces vaisseaux hyper ovales, étranges. Je sais pas comment les définir, mais voilà, qui venaient. Mais voilà, on a aussi des vaisseaux mouches que j'aime bien là. Ouais, bah moi je dirais les libellules, mais oui. Oui, je sais pas. Oui. Est-ce que c'est dans le roman, ça, les vaisseaux un peu comme ça? Oui. Ouais. Et ça même, il y avait même des concept art et tout. Ouais, non, mais c'est vraiment ultra bien pensé. Tout est bien. Même les petits, le petit appareil là qui attaque Paul dans sa chambre. Il y a vraiment tout est trop bien fait. Il y a les armes sont en général bien faites. Il y a juste le côté bouclier, parce que le bouclier, rappelez-vous, si vous vous rappelez celui de Lynch,
Tu sais, la Oui, façon de c'était se- des bon. carrés. Oui, sans parler de l'aspect esthétique de la Ouais, chose. mais tu sais que ça a inspiré Loki hein, pour les portails. Le bouclier de Lynch. C'est vrai? C'est en Ouais. référence à ça? Ouais. Ah, d'accord. J'avais vu le D'accord. making-of de Loki, ils en parlaient. Ouais. Ah, bah, d'accord. Ok. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est frappant. Et ça a la même gueule. Mais le côté bouclier à l'époque dans celui de Lynch, il y avait vraiment une façon de se battre. En gros, un bouclier, tu peux pas. Il suffit pas de mettre un coup sur le bouclier et puis ça fait mal à la personne. Non, il faut le pénétrer tout doucement, machin. Il y a vraiment une façon de combattre là-dedans que t'avais plus dans celui de Lynch que celui de Villeneuve là pour le coup. Ah bah, nous est présenté quand même dans la première scène de combat avec Josh Brolin le concept de le truc doit aller tout doucement là. Oui. Tu vois, Ouais. Après c'était au deuxième visionnage, donc j'ai peut-être plus compris au deuxième visionnage, mais Ouais. et là j'avais compris du coup comment ça marchait leur D'accord. système de bouclier. Ah, moi j'aime bien parce que je trouve que t'as un code couleur et tu comprends bien quoi. Quand c'est rouge c'est danger et puis quand c'est... Ouais, bah après Ouais, c'est un peu connais, bateau quoi. quoi. C'est un peu Oui, bateau, ouais. oui, mais bon. Mais Oui, mais c'est simple à comprendre, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est simple à comprendre. Après, je suis pas fan forcément fan de ces trucs-là pour l'instant, mais je pense que ça marche pour pour que tout le monde comprenne. Ouais, effectivement, je pense que ça fonctionne bien. Mais pour revenir vite fait au vaisseau libellule là, tu vois, Villeneuve, c'est quand même un mec très terre à terre, tu vois. Et donc là, pour le coup, il a quand même respecté un truc qui est assez fantasque, quoi. Tu vois, c'est spécial. Il nous a pas rajouté le truc de voix comme Lynch par exemple. C'est l'arme avec la voix. Ah, Vous vous rappelez pas de ça? Oui, mais je crois voir ce que c'est. Mais Vous je avez crois compris. même qu'il y a certains vaisseaux, là il nous a pas montré, mais peut-être il va plonger dans le 2, où genre, c'est eux qui prennent l'épice là, j'ai des espèces d'êtres qui prennent... On le voit le vaisseau de la guilde déjà dans le premier au tout début. Ouais, c'est un énorme tube. Ouais, et avec l'épice, il y a un être vivant qui mange l'épice et qui permet de faire le voyage terre. Enfin, c'est des trucs très bizarres, mais qu'on n'a pas du tout dans celui de Villeneuve. Mais par exemple, moi, il y a des trucs que j'aime pas dans la DA de Villeneuve, c'est par exemple les armures des personnages. Je les trouve mais d'une fadeur, par exemple, tu vois. Genre que ce soit les armures des... Ça fait très froid. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais ils se ressemblent un peu tous. Enfin, je veux dire, ils ont rien de particulier, tu vois. C'est des... Ah, t'as du mal un peu. Ouais, c'est les blancs contre les noirs contre les. Oui. Contre les gars du désert. Voilà, tu vois. Oui. Mais Contre les bruns, quoi. T'as les tuniques contre les noirs et les blancs, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est pas, y a pas grand chose à ce niveau. Bon, après, c'est sa DA, quoi, hein, mais Non, bon, c'est là, vrai sur que le les coulage. costumes des Sardaukar, ça a fait jaser. Je me rappelle à l'époque, les costumes tout le temps des Sardaukar, c'est pas fou. Ouais, tu vois, c'est pas très inspiré pour moi, là, pour le coup. Mais même dans son style, il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux. Après, voilà, les décors, les intérieurs, par exemple, c'est très minimaliste. Voilà, on voit toutes les lignes de fuite, là. On a des très beaux, ça fait des très beaux tableaux. Voilà, mais moi, j'aime beaucoup ces DA. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, ce genre de DA, mais moi, je suis très fan. Je sais pas pour Mais vous. c'est là où il manque une contextualisation, je pense, au début du film déjà, parce qu'en fait, quand encore une fois, je suis biaisé parce que littérature, mais si t'avais une petite voix off t'expliquant que ça se passe 10 000 ans après notre ère, qu'il y a eu des guerres contre les machines, etc., un peu la Skynet, j'extrapole, mais c'est un peu ça, et que, enfin, typiquement aujourd'hui, l'humanité est beaucoup plus froide, elle est dispersée, elle est beaucoup plus froide, on n'est pas dans le monde artistique comme nous on l'était, entre guillemets. C'est dans les livres et dans les films, je trouve que ça se respecte. Enfin, c'est bien respecté. C'est vraiment un monde très froid pour le coup. C'est pas juste du Villeneuve. C'est ce que merci parce que du coup je me posais la question, mais je pense que oui. Du coup, de toute façon, même ça va bien à Villeneuve, quoi. C'est Ouais, ça. un univers C'est qui que correspond. les personnages, même la manière dont ils ont de s'exprimer, leur but et tout, ils sont très froids, comme tu avais dit, Ista. Donc, je pense que cet univers est très froid de base. Mais du coup, vous avez réussi à vraiment vous immerger dans cet univers facilement, quoi. Ista, la première fois, c'était compliqué, mais... La première fois, non. La deuxième fois, oui. Ouais. Non, La deuxième fois, ça a pris, ouais. Genre les vaisseaux, tout ça, ça te parle? Moi, j'adore les vaisseaux, je les trouve trop cool. Les vaisseaux libellules et tout, ils sont trop chouettes. J'adore les sons qu'ils font aussi, les sound design des vaisseaux libellules. De toute façon, tout le sound design du film, je trouve que c'est génial. T'as le bruit du verre qui fait des bruits. Quand on le voit, le verre géant, il a un bruit chelou avec ses dents là. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais le bruit des armes, le bruit des vaisseaux. Il y a même cette voix. L'introduction du film déjà te met dans une ambiance. Je veux dire, t'as une espèce de voix. La voix des Harkonnen, avec la grosse basse. Voilà, tu vois, genre ça. Oui, c'est avant le logo, c'est ça. Hein. Ouais. C'est la ça, première chose que t'entends. Ouais. Et ça te met dans une... Et il y a aussi... je crois que c'est les Sardaukar qui attaquent... ils ont un langage hyper spécial, là. En fait, oui, et il me semble que... Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'en gros, ils ont dit les dialogues à l'envers. Ce qui fait que ça donne ça.
Ah bah ça c'est le très Et Lynchien. c'est une particularité qu'ils ont trouvée, c'est pas dans les livres ou quoi, hein, c'est une particularité qu'ils ont trouvée là pour le tournage. Il me semble que c'était dans les making-of, j'avais vu ça, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans le making-of que j'avais vu ça. Et en gros, c'est les phrases à l'envers. Mais ça marche super bien, hein, je trouve. Et du coup, ouais, ça rend bizarre, ouais. Parce qu'en plus, t'as même pas la synchronisation labiale, t'as vraiment un truc bizarre qui se passe quand tu les vois parler. Ah, moi je trouve que ça marche super bien, ce passage-là. Bon, après c'est un passage vite fait, de toute façon. Oui, bah ça te présente bien les bouchers, hein, avec les mecs qui sont à l'envers, en croix, en train de se vider de leur sang. Ouais, il y a des trucs bien. Bah, ça te présente bien, quoi. Et la musique, vous en pensez quoi, maintenant qu'on est dans le son? Certains diraient que c'est du bruit. Ça, moi, j'ai trouvé la musique qu'il y avait que le thème et qui revenait plusieurs fois, mais jamais de la même façon. Enfin, qu'il y avait plein de variations du thème. Moi, c'est surtout ça que j'ai entendu, quoi. Ouais. C'est pas la plus belle chose que Hans Zimmer ait fait, hein, on va pas se mentir. Et ça colle vraiment en fait à du Villeneuve. Quand tu regardes ça, t'as l'impression d'être presque ça aurait été Hans Zimmer qui aurait fait la BO de Sicario, de Arrivals ou même le film Live. Tu vois, t'as vraiment une vibe de musique bruit. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais t'as vraiment des sons que t'entends pas ailleurs. Ah oui, mais complètement, c'est ça, moi aussi. C'est même dans des trucs de SF, là c'est très là, je trouve qu'il s'est vraiment donné pour faire un truc. Justement, on en parlera après, mais un peu mystique. Marche super bien. Ça marche super bien dans le film, mais c'est pas la BO que tu vas écouter, je pense, en dehors. Non, clairement pas. Mais après, Hans Zimmer, je trouve qu'il arrive quand même à créer un truc reconnaissable. Là, il a créé une identité musicale au film. Tu vois. Là, tu vois, on se moque souvent du chant là qu'on entend, mais voilà quoi. Maintenant, c'est vraiment connoté Dune ce truc-là maintenant, tu vois. Oui. Donc voilà, pour revenir à l'univers très froid de Villeneuve, est-ce qu'on parlerait pas de ce désert, les amis? Est-ce qu'on parlerait... Ah, ce désert qui... Attends, on a quand même parlé de Laurence d'Arabie pour le deuxième, donc... Oui, donc en fait, est-ce qu'on aurait mésestimé le premier, mais tu sais que je crois que... Moi, je vais te dire la vérité. Là, ils disent Laurence d'Arabie pour le deuxième. Je pense que dès qu'il y a un désert dans un film, ils disent Laurence d'Arabie. Et je pense que dès qu'il y a une suite à un film, ils disent The Dark Knight ou Le Parrain 2. Voilà, c'est ça la vérité, je vais te dire. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter ces trucs d'autosuçage. Là, ça commence à m'énerver. L'Empire contre-attaque. Voilà, l'Empire contre-attaque, c'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est insupportable, quoi. Mais moi, pour le coup, il ressemble, et c'est pas une critique ou quoi, mais il ressemble pas du tout à celui de Laurence d'Arabie, ce désert. Enfin, ça n'a rien à voir. Genre, En plus, il y a eu un remaster de Laurence d'Arabie en 4K, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Tu te bouffes ça avec les HDR et tout, machin. Non, vraiment, on n'est pas du tout sur la même colo, hein, ça n'a rien à voir. Là, c'est fait pour aussi, je pense. Hein, non, mais complètement. On n'est pas sur Terre, on est sur une planète où c'est clairement l'enfer, où l'humanité peine à survivre, parce que c'est vraiment ça, hein, le côté l'eau. Il y a une scène dans le film justement où tu les vois tous cracher dans une espèce de petit truc pour qu'ils cuisinent, j'imagine, à ce moment-là. Bah voilà, tu vois, ils en sont à un stade voilà, où l'eau dure pas, c'est voilà, on crache tous un peu dans le truc et puis voilà, on va faire cuire des pâtes dedans, quoi. Bah même la combinaison là, c'est ils boivent leur sueur. C'est le frame kit. En gros, c'est ça, ils boivent leur urine filtrée, toute l'humidité de leur corps est contenue dans la combi. Ils peuvent en boire par les petits tuyaux. D'ailleurs, tout est récupéré. Petite anecdote que j'ai vue, parce que tu sais, j'étais en mode le film. Ouais, par contre, il est un peu trop sage. On voit pas une goutte de sueur sur les acteurs qui sont dans le désert. Alors, j'ai appris récemment qu'on ne sue pas dans le désert. Alors, en fait, il n'y a pas de sudation qui se fait. En fait, voilà, ce petit instant culture. En fait, il n'y a pas de goutte de sueur sur le front parce que en fait, trop vite. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que la goutte n'a pas le temps de se former qu'elle est déjà évaporée en fait. Et surtout, je pense qu'ils ont tellement à se faire dans le film, ils insistent quand même pas mal de moments au fait que il n'y a pas d'eau dans le désert, donc je pense que voir de l'eau sur du visage des acteurs, ça serait très bizarre, tu vois, d'avoir ce sentiment. Et d'ailleurs, ce désert tout blanc, bah voilà, c'est. Alors tout blanc, allez, petit point technique. Pour ce genre de film avec des colorimétries un peu particulières, où réellement ça a été pensé aujourd'hui, ça a été pensé pour des formats, etc. Aujourd'hui, on est en 2024, il y a des formats avec des HDR, etc. Alors certes, c'est punitif pour ceux qui n'ont pas les télés par exemple compatibles avec toutes ces technologies, mais c'est un peu comme la dernière saison de Game of Thrones ou of the Dragon ou ce que vous voulez. Il y a des scènes, tu vois, où quand c'est vraiment noir, etc., tu peux pas profiter pleinement de l'image. Dans Dune, si t'as pas réellement une bonne télé, bah c'est triste à dire, mais tu peux pas clairement profiter de tout ce qui a été pensé pour le film, je pense.
Ça, c'est un petit truc. Ah, je pense. Ça peut je sais jouer. pas, parce que moi je pense que vraiment la couleur aussi blanc, moi je pense que c'est un parti pris et je pense que ça marche plutôt bien moi en fait quand je regarde le film, tu vois. En fait, Je vois pas vraiment blanc pour le coup. Ah bah moi je vois vraiment. Non, mais- Bah, enfin, Tu tout- sais, c'est pas jaune, quoi. Bah, c'est pas très comme dans Star désaturé, Wars. quoi. Les couleurs sont hyper désaturées pour le coup. Mais pour moi, c'est dans une volonté. Bah déjà parce que Villeneuve, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très monochrome ce qu'il fait. Mais genre par exemple, le désert, il a quasiment la même couleur du ciel que le ciel blanc. Tu vois, il est quasiment pareil. Tu vois, tout est blanc quasiment. Mais pour moi, c'est dans la volonté de représenter un désert hyper hostile, quoi. Donc voilà, Oui. ça c'est un truc très classique dans le cinéma. On retire la couleur pour montrer un univers hyper assez dur, tu vois. Donc oui, évidemment, ça a été parce que ça a été critiqué en mode t'es pas obligé de représenter un truc avec des sans couleurs très désaturées pour montrer un univers dur, tu vois. Mais je trouve que le Villeneuve, oui, effectivement, c'est pas original parce que ça se fait quand même pas mal ces 10 dernières années, mais il le fait plutôt bien, je trouve que ça marche bien. Et ouais, enfin, ça colle bien au style Villeneuve de toute façon. Et alors que par exemple Laurence d'Arabie, coucou Nero, par exemple Laurence d'Arabie, c'est tourné en plein jour dans des décors réels. mais non, mais ça a une volonté d'avoir un côté hyper chaleureux, tu vois. Ouais. Bon, évidemment, la chaleur du soleil, mais hyper chaleureux, c'est les couleurs hyper. Enfin, voilà, on voit vraiment la couleur dans le désert de Laurence d'Arabie, quoi. Alors que là, non, il n'y a pas cette volonté-là, quoi. Et après, puis, je les trouve sombres aussi, les films de Villeneuve, petite parenthèse aussi. Ah, bien par sûr. rapport à ce que je disais aussi, tu vois, typiquement, les films de Villeneuve, j'aurais du mal à les regarder sur l'ordinateur. Parce que. Ah bah tu vois, moi j'ai trouvé ça plutôt bien éclairé. En fait, ça C'est vrai m'a Ça t'a pas choqué mais après, c'est une d'accord. question de contraste. C'est une question de contraste après. Il y a ça aussi, ouais, c'est ça. Parce que le film est hyper bien. Enfin, je veux dire, de toute façon, le film c'est soit blanc, soit noir. Le film, de toute façon, c'est soit les intérieurs sont hyper sombres, hyper noirs avec Ouais. de la lumière hyper blanche qui rentre, soit l'extérieur qui est tout blanc, quoi. Les moments où t'es dans la tente, où Paul est dans la tente avec sa mère, où il a la vision de Shani, là, paf, ça te pète la tête. c'est vrai que, Bah ouais. Faut être prêt. Et moi je trouve que voilà, je sais pas vous, mais visuellement quand même il y a des moments hyper contemplatifs, voilà. Et, de toute façon, Villeneuve, c'est un esthète, voilà, il aime bien travailler l'image, construire ses cadres et ça se sent. Enfin voilà, il y a des personnages, des fois ils rentrent dans un cadre, voilà, son décor, voilà, je pense qu'il l'a parfaitement pensé, son décor minimaliste, pour que les personnages, voilà, ça forme un vrai tableau, quoi, quand ils se posent, quand ils parlent, ou voilà. Donc il y a un aspect contemplatif, voilà. Au Ça film. tombe bien que tu parles de ça. Issa, est-ce que tu serais rentré un peu plus dedans au premier visionnage si ça avait été un peu moins contemplatif, si ça avait été un peu plus rapide, tu penses? Non, je pense pas, parce que ça, c'est pas un truc qui me dérange. Non, j'aime bien les films de Nicolas Winding Refn, donc Oh, non, putain. c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais, mais peut-être c'est le côté froid, peut-être alors. Quitte le premier visionnage, t'as. Je crois que c'est le côté froid, ouais. D'accord. Je pense que c'est plutôt ce côté froid, très réaliste, tout ça. Ouais, je m'attendais peut-être pas à ça. Ouais, c'est peut-être ça, quoi. Mais vous, visuellement, enfin en termes de plan, par exemple, ça vous a marqué. Il y a des trucs qui vous restent en tête, je pense. Là, je pense au baron qui monte, tu sais, qui se lève là. Mhm. Que je trouve ça, c'était un plan super. Ouais, oui, il est très Il vole, bien, là. très bien cadré et tout. Même si je pense qu'il y a un problème de format, moi, dans ces images, parce que le film, il est filmé en 2.35, donc les deux barres Ouais. en bas et en haut. Et en fait, c'est super pour les moments contemplatifs. Tu vois, par exemple, les environnements ou les trucs comme ça marche bien. Mais c'est un récit hyper vertical d'une. Donc par exemple, le baron Harkonnen qui s'élève dans le ciel, donc ça fait une image assez belle, mais il est quand même écrasé dans le cadre, je trouve, tu vois. Oui, je vois. Parce que lui, il est dans la verticalité. Par exemple, mais tout est vertical dans le film. L'attaque contre les Atreides, par exemple, c'est des missiles qui viennent du ciel vers le bas. Le ver des sables, c'est un être hyper vertical, donc et la scène où le ver des sables il apparaît, je la trouve, désolé Cyril, je la trouve ratée, par exemple, tu vois, cette scène, parce que le format, elle compresse le verre, quoi. Et donc c'est beaucoup Je me moins permets, le impressionnant. format, il est sorti en 1,78 aussi, en Blu-ray, pour le coup. Je sais pas le Blu-ray, en tout cas, le film est sorti en 2.35 au cinéma. Bah, voilà, je l'ai dans les deux formats, pour le coup. Du coup, je pense que un autre format, 1,78 aurait été plus approprié pour 1,77, 1,85 aurait été plus approprié à ce film. Et surtout que l'univers de Dune est très hiérarchique. Je sais pas comment dire, mais oui. c'est que des trucs gradés. Donc c'est encore une fois, c'est même dans l'écriture, ça va de haut en bas ou de bas en haut. Donc il y a ce truc-là. Donc le 2,35, je trouve marche pas pour le coup. Mais sinon, je trouve quand même qu'il arrive à faire des beaux tableaux. Par exemple, le baron qui s'élève, la lumière, surtout, je pense, Gary Fraser, voilà, ça permet aussi de rendre une très belle image
au film pour le coup. De toute façon, deuxième point technique, les barres noires, ça n'a rien à faire. Aujourd'hui, c'est bon, on arrête. Profitons Bref, de nos pixels. Je vais rien dire parce que c'est un avis complètement catastrophique, mais voilà, on va passer à autre chose avant qu'on On s'énerve. parle pas des séquences de parfum de Zendaya? Et c'est justement là-dessus que j'allais embrayer. Justement, moi, les points qui m'ont marqué, c'est ce qui va très bien avec la promo du deuxième, hein, parce que pareil, ça leur est reproché un petit peu. C'est ça, c'est le côté, les visions de Shiny. Ouais, c'est bon, c'est le parfum, quoi. En plus, c'est vraiment le plan super éclairé, etc. Alors que tu sors d'un moment en général un peu sombre. Voilà. Mais à part ça, Là, il n'y a pas de plan. couleurs, je crois. Hein. Oui. Mais il n'y a pas de plan réellement épique, je pense. J'ai pas de plan d'épique, je suis vraiment qui m'ont d'accord. marqué. J'ai pas de plan marquant. Il n'y a pas de vraiment d'image wallpaper pour le coup. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il y a des trucs contemplatifs ou des moments avec des personnages où je trouve que le cadre est bien fait, mais épique, je suis d'accord, il n'y a pas d'épique dans le film. Et de toute façon, je pense que je vais te dire, je pense que ça le moment l'intéresse du pas. verre de sable, quand même, hein, même si t'aimes pas. Je la trouve ratée, cette scène. Tu vois la taille du bousin. Mais justement, je trouve que ça rend, en 2,35, ça rend pas fou. Ça rend pas aussi bien que ça aurait pu. Mais pour revenir aux visions, je pense qu'on va être d'accord que, là, c'est compliqué. C'est vraiment, c'est ça, c'est les plans pub. Rappelons que cette femme est une égérie. Avant, en plus d'être actrice, donc voilà. Oui, mais bon, voilà, tu vois, c'est là aussi où je pense qu'on va peut-être parler de la dimension religieuse un peu du film. Je pense que les visions, les trucs mystiques, ça l'intéresse moins, Villeneuve. Enfin, il est moins fait pour ça. Il peut pas y couper. Hein. Je sais, non, il peut pas y couper parce que c'est dans le récit, quoi. Mais lui, je vois qu'il arrive à mettre en scène ça c'est pas du tout son truc, quoi. Lui, il est dans un truc beaucoup plus terre à terre. Je pense pas que c'est. Alors, je me permets, mais je pense vraiment c'est juste parce qu'à ce moment-là du livre, c'est absolument pas. C'est juste des visions très courtes. Il sait pas réellement ce à quoi ça amène. Et là, dans le deuxième, Paul va vraiment beaucoup évoluer dans le deuxième film. Beaucoup évoluer très vite parce que normalement, on va le voir sur pas mal. J'espère qu'on va le voir sur plusieurs années normalement. Donc en théorie, là, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, il pouvait pas faire plus. Parce que s'il avait fait plus... si, je pense qu'il aurait pu plonger bien plus dans le mysticisme, même dans l'ambiance. Hein. Tu vois, je parle pas de que les visions ou quoi, mais tu vois, par exemple, dans son traitement, il est hyper terre à terre, hyper réaliste, quoi, dans très nolanien, même dans l'approche, j'ai envie de dire. Mais ces visions, par exemple, dans la mise en scène, voilà, quoi, il y a des flashs avec des pubs un peu de parfum. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a une vision où là on voit les VFX, vraiment je trouve que là ils sont un peu mal faites dans une séquence de combat où Paul se bat, et on voit que c'est l'increstation du visage, alors que le film il est impeccable, hein, quasiment partout, dans les VFX. Là ça c'est la visage dans l'armure, je crois que c'est incrusté. Et d'ailleurs t'as raison, Ista, parce qu'il me semble que dans les visions il y a plus de couleurs, il y a un truc bien plus orangé qui ressort pas mal, hein. Mais ces visions d'ailleurs je trouve elles sont bizarres dans le film parce que c'est une des parties du fait que le film, je trouve, il a des setup payoff pour rien, c'est que ils ont énormément de place, je trouve, ces visions, pour qu'au final il n'y a pas grand chose qui en ressorte, puisque ça va sûrement ressortir dans celui d'après, quoi. Pour moi ils ont spoilé le 2 dans le film avec une vision. Ça c'est je pense réellement c'est le film qui empathie du fait que ce soit le premier. Et réellement, il va, je pense, se bonifier avec le visionnage de, j'espère, le 2 et peut-être le 3. Parce que réellement, s'ils vont jusqu'au 3, là, ils vont... Je sais pas s'ils vont oser, mais réellement, je pense que il a peut-être pris trop de temps. Il a même clairement pris trop de temps pour exposer tout ça. Mais sans tout ça, on pourrait peut-être pas profiter autant de tout ce qui va se passer dans le 2. Parce qu'il va se passer quand même pas mal de choses. Ouais, après, il va peut-être souffrir, comme possiblement Across the Spider-Verse. Oula. Non, mais comme Across the Spider-Verse, de voir être vu avec celui d'après, quoi. Tu vois, j'y pourra pas être. Enfin voilà, moi j'ai un peu ce problème, c'est qu'il se suffit pas trop à lui-même, ce film. Non. Oui, il y a pas de Non, vraiment, oui, je suis d'accord. C'est compliqué, quoi. Et même pour la dimension religieuse, je pense que dans le suivant, ça va être peut-être plus. Il va y avoir une dimension religieuse un peu plus présente. Les sorcières, c'est ça? Les sœurs du Bene Gesserit. Ouais, les sœurs.
Bah là, il y a un peu de mysticisme, je trouve, avec Charlotte Rampling, par exemple, dans Tout le ce qui film. tourne à l'épice, en fait, déjà tourne là-dessus, parce que l'épice allonge la vie, permet à la guilde spatiale de prévoir des trajets. Ouais, mais tu vois, ça l'intéresse pas vraiment, parce que ça, c'est mis en une ligne, mais en vrai... tu vois, là, en fait, c'est pas que ça l'intéresse pas. C'est dommage qu'il l'ait pas mis dans le premier, parce qu'il ne peut pas y couper dans le deuxième. Il y a vraiment tout le plan par rapport à l'épice, c'est vraiment, et tout le mythicisme aussi qui, de toute façon, il y a qu'à voir la tête de Rebecca Ferguson dans la bande-annonce du deuxième que tu vois qu'il est parti. Hein. Donc, je pense qu'il y a, en fait, c'est ça. Il en a pas mis assez dans le premier parce que de toute façon, on va s'en bouffer dans le deuxième. Mais c'est vrai, c'est ça. Il était timide dessus, quoi. Ouais, mais après, comme on en parlait de la prod tout à l'heure, il y avait une histoire comme quoi ils ont demandé de raccourcir le script, tout ça. Donc, peut-être ils ont enlevé ce côté-là aussi du film. Oui, c'est possible. Après. Mais il aurait peut-être dû être un peu moins contemplatif sur 2-3 plans et nous greffer 5 minutes une minute de voix off au début, plus 1 ou 2 plans de mise en place pour le prochain, par exemple. Tu vois, ouais, mais là, ça aurait été encore plus de la mise en place, tu vois. Genre, ça aurait été encore de la mise en place pour le prochain. Moi, ça m'aurait saoulé, tu vois. Ouais. Si vous vous rappelez de celui de Lynch, l'ennemi, tu vois, l'ennemi, celui que Paul combattra dans le prochain, on a vu dans les trailers. Bon, dans celui de Lynch, on l'avait déjà vu. Celui-là, on sait pas qui c'est, on sait pas machin. Il y a très peu de. Ça va trop vite. Il y a trop peu de choses qui nous ont été. Même s'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été présentées, c'était peut-être pour le coup un peu trop contemplatif et il aurait dû se bouger un peu et nous rajouter 2-3 trucs quand même. Mais parce que je pense, c'est comme on dit, ils n'étaient pas sûrs à 100% de faire le 2. Ça, tu vois. On ne tiendra pas le même avis sur le film si le 2, si on n'attendait pas le 2, on va pas se mentir, parce que comme on se disait, en tant que film seul, il se tient vraiment pas, il manque trop de choses. Mais après, je pense aussi que l'approche réaliste, elle a dérangé beaucoup de gens, des gens qu'on connaît un peu aussi. Parce que je pense qu'on est dans depuis 15 ans, quand même, on est dans de la SF très réaliste, quoi. Je pense aussi que c'est ça qui peut saouler les gens. Oui, il y a eu Interstellar. Oui, non, mais Nolan, quoi. Life, qui était pas mal. Hein. Moi, j'adorais Life, pour le coup, avec Guillermo et... Alors non, c'était pas fou, mais c'est autre chose. Mais non, mais je veux dire, Villeneuve, il fait voilà, Premier Contact, je pense, ou même Nolan. On est dans une vibe très SF, très réaliste, et on est plus, les réalisateurs de blockbusters américains sont plus attachés au côté science que fantastique, de la fiction, quoi, tu vois. Et là, encore les critiques sont assassines sur ce genre de point, donc c'est peut-être ils ont pas le choix, peut-être, non? Après, non, mais c'est des cycles, tu vois. Je pense que il y avait, tu vois, par exemple dans les années 80, on était dans un truc, voilà, il y avait pas du tout de vibe réaliste. Voilà, c'était, c'était très fantastique. Voilà. Et là, on est c'est des cycles, quoi. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que il y a des gens, je pense, qu'ils en ont marre d'avoir ce traitement-là. Tu vois, ils veulent de la SF qui leur fait rêver, tu vois, aussi un peu, tu vois, qui est plus mystérieuse, qui a plus de, alors que là, c'est très terre à terre, quoi. C'est pas expliqué en vrai, hein. Quand tu regardes, c'est terre à terre, mais tu sais pas du tout comment les vaisseaux. Tu vois un tube, tu te dis comment ça vole dans l'espace un tube. Après, voilà. Mais c'est bien pensé pour les libellules, etc. Mais il y a quand même des trucs, tu dis bon, d'accord. Tu vois les espèces de gros blocs là, les gros vaisseaux qui déposent des troupes, tu te dis ouais, niveau ergonomie, c'est quand même pas terrible. Hein. Après ça, je sais pas, mais c'est plus l'approche, tu vois. Après, encore les DA, par exemple, là, c'est pour ça que j'ai noté la libellule, parce que ça dénote du style Villeneuve, tu vois, la libellule, pour le coup. C'est pas, il aurait fait des trucs ovales. La moissonneuse, ça ressemble plus à, non? Tu vois, la moissonneuse, par exemple, il a raison, là, c'est, même je sais pas, c'est les énormes moissonneuses qui vont chercher l'épice, là, pour le coup, ça ressemble à une usine de base. Tu vois, c'est une usine sur chenille, hein, pour le coup. Voilà, tu vois, c'est pas un truc très qui sort vraiment de l'ordinaire, quoi, pour le coup. Juste pour faire un petit détour, on a un peu d'action quand même dans le film, on a un peu de combat. Vous les trouvez bien, les combats? J'avoue que c'est pas ce qui m'a marqué, les combats. Mais... Pour le coup, Momoa crédible. Bon, Chalamet, j'espère qu'il fera mieux dans le prochain, parce que... Après, il se bat pas tellement. Hein. Bah si. C'est vrai qu'il y a le duel à la fin. Il a carrément son duel, donc spécial. Là, tu vois, c'est là où je me suis dit merde. Là, vraiment, je vois pas du tout Paul Atreides. Je vois Timothée Chalamet qui joue Paul Atreides, parce que j'ai pas cru à un instant qu'il pouvait l'emporter face à.
Ouais, parce que là, il va se battre contre Elvis Presley, là, et dans le prochain, et donc ça va être. Oui, c'est vrai. Quoi. Pourquoi Elvis Presley? J'ai pas Ah, c'est l'acteur de Elvis? C'était l'acteur de Il est Elvis. méconnaissable dans son truc, là, c'est un délire. Bah, il est chauve, quoi. C'est pas la même chose. Chauve et maquillé type Twilight. Et on a entendu sa voix, il a une voix bizarre aussi. Hein. Bah, après, il a la voix d'Elvis, quoi. Non, pas du tout. Putain, je l'imagine en train de chanter Elvis chez les Harkonnen. Ça, c'est vraiment le personnage. Ils auraient dû nous l'introduire dans le premier, parce que c'est un personnage. C'est pas juste un combattant. Et là, pour le coup, il va nous être présenté comme juste un combattant, probablement. Bah non, mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, sûr, ça se trouve il y a tout un truc. Parce que je crois qu'il est lié au personnage de Léa Seydoux. Je crois qu'il y a tout un truc. Donc là, il y a l'air d'avoir un truc entre les deux et tout ça. Donc peut-être que ça sera vraiment bien introduit dans le 2. Qui sait? Mais après, moi, pour les combats, c'est plus que c'est pas filmé spécialement. Ouais. Enfin, il n'y a rien, quoi. En fait, c'est très plat. Ouais, c'est banal un peu. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de chorégraphie non plus folle ou quoi. Donc, Clairement pas. Non, c'est pas le point fort du film, hein, clairement. Bah, le moment où Rebecca Ferguson maîtrise Javier Bardem et où Paul maîtrise Javis, je crois qu'il s'appelle dans le film. Enfin bref, non, tu vois rien. C'est pas impactant du tout. Tu ressens à aucun moment un coup. C'est terrible. Même dans le son, tu sais, t'as même pas un petit, je veux dire, un choc ou quelque chose. C'est vrai que c'est très, ouais, je sais pas. Il manque quelque chose. Comme s'il avait rajouté un filtre. Mais en fait, c'est très générique comme scène d'action, mais je pense que parce que Villeneuve, ça l'intéresse pas l'action. C'est ça, j'en suis sûr, parce que dans tous ses films, ouais, bah en fait, peut-être parce que Momoa, il a un côté baston, chorégraphe, mais même dans la manière dont c'est filmé, ça change pas des autres scènes de baston, je trouve qu'il avait dans le film, mais Villeneuve, il filme pas beaucoup de scènes de combat d'action, il en avait fait quelques-unes dans Blade Runner, il y a une scène de baston ou deux, mais là aussi c'était pas très fou, hein, je me souviens. Et il y a jamais vraiment beaucoup de scènes d'action, de baston dans ces films en fait. Même Sicario, c'est là où je dis que c'est un faux film d'action bourrin, mais en fait il va jamais dans le film d'action bourrin, justement, il est dans un truc de tension. Non, il y a très peu de scènes d'action. Tu vois, ça l'intéresse pas du tout. Là par contre dans le suivant, je sais qu'il y a beaucoup plus d'action pour le coup, donc je sais pas s'il va réussir à donner quelque chose de vraiment fort. Mais même là, il en a trop donné dans les trailers déjà, c'est dommage. Ah, je me suis pas trop renseigné sur les trailers, mais par exemple la scène de combat où t'as les Harkonnen et les Sardaukar. Les Sardaukar qui débarquent pour les tuer, c'est tellement expéditif, tu vois, genre comme scène, et genre boum, ils se font défoncer, hop, salut, ciao, tu vois. Ouais, mais en fait, oui, mais c'est normal parce que les Sardaukar, ils sont tellement au-dessus que. Ouais, mais tu pourrais le montrer, tu vois, parce que moi, juste, je vois la scène, je vois, ils débarquent. C'est vrai, oui. Tuer, fin, et ça passe à autre chose, parce que je pense que ça l'intéresse pas, tu vois, c'est pas des trucs qui l'intéressent. Et vu que je le sais, moi je vais analyser le truc, je vois que t'as les Harkonnen qui arrivent, les Harkonnen ont du mal à passer, et puis ça change la donne quand t'as les Sardaukar qui arrivent derrière, bon là c'est fini, en 2 secondes c'est plié. Tu vois, moi j'ai même pas compris ça, moi, tu vois. J'ai pas Ista, mais moi j'ai pas compris ça du tout. Moi. En même temps, cette scène elle se passe en quelques, vraiment 1 ou 2 poignées de secondes, oui, c'est vraiment, ça va très très vite, c'est peut-être trop vite, ça va trop vite. J'avoue que j'avais pas tout compris parce qu'en fait toutes les armures se ressemblent un peu et j'étais pas sûr quelle armée était laquelle. Donc, ouais, voilà, c'est ça aussi. Heureusement qu'ils ont pas fait comme dans le livre, parce que normalement les Sardaukar devaient être déguisés en Harkonnen, donc c'est-à-dire qu'ils auraient été encore moins reconnaissables. Bon alors là, en fait il a bien fait de mettre un code couleur. Quelque part oui, sinon on se serait même pas rendu compte. Parce que justement, les costumes, j'aime bien les costumes civils, mais c'est vrai que sur les armures de combat, c'est pas fou. Là encore, tu vois, le côté couleur, le côté vert très sombre des Atreides et tout, ils pètent. Hein. C'est vrai qu'ils ont des beaux costumes civils. Et puis les Bene Gesserit qui font encore très religieuses, hein, celle-là. Alors que c'est pas du tout une religion, hein, pour le coup. Oui, d'ailleurs, les Bene Gesserit, c'est quoi? Parce qu'au début du film, moi, j'ai cru comprendre que c'était une genre de force, tu vois, comme dans Star Wars. Non, pas du tout. En fait, le Bene Gesserit, c'est en gros, dans cet univers, pour vous la faire courte et sans spoiler rien, tout ça, c'est géré par l'empereur, Shaddam IV. Donc, l'empereur et t'as les maisons nobles. Puis t'as le Landsraad, t'as la guilde, et en gros t'as la banque entre guillemets, la guilde qui permet les voyages, etc. Et t'as le Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, en gros, c'est des sœurs. C'est un clan, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un clan. C'est uniquement des femmes.
qui ont la particularité d'avoir une formation de leur corps telle qu'elles peuvent... elles peuvent que des femmes. Ouais, mais en gros, justement, c'est là où c'est intéressant par rapport à Paul. C'est pour ça que c'est mentionné, cette légende d'un homme qui machin. C'est pour ça qu'il le cite au début du film. Donc, est-ce que ce serait Paul ou quoi? Et du coup, en gros, le Bene Gesserit, c'est des femmes qui sont, en gros, c'est des surfemmes, quoi. Elles ont la capacité de ralentir les battements de leur cœur ou de les accélérer, ou d'isoler un poison dans leur corps. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer. C'est juste, elles sont capables de trucs presque surnaturels au niveau corps humain. Et en plus, le côté là où ça peut être assimilé à la force, certaines sont dotées de ce qu'on appelle la voix. Et du coup, quand elles utilisent la voix à une certaine fréquence, ça incite certains esprits, pas tous, mais il me semble que presque. Et ça incite l'esprit à faire ce que la personne veut. Tu vois, mais ça demande de l'entraînement, c'est vraiment une fréquence spécifique, etc. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal retranscrit dans le film de Villeneuve, le côté la voix. C'est pas juste écrit fort, quoi. Mais là, je vois Star Wars qui a repris ça, tu vois. Je me dis, Star Wars, ils ont repris ce truc-là avec... Oui, la force... avec la force, quoi. Quand ils forcent quelqu'un à faire un truc et tout. Ouais, c'est un peu ça, je vois un peu ça aussi. Mais est-ce qu'on peut parler un peu du côté un peu politique aussi du film, pour le coup? Là, c'est intéressant. On est quand même... Je sais que dans le roman, c'est peut-être un peu plus ambigu, et peut-être ce sera dans la suite, mais là, il y a quand même un côté un peu manichéen dans l'histoire. On sent... Mais je pense que c'est volontaire, parce que je pense que ça va potentiellement être beaucoup plus floué après, mais on a un peu les gentils contre les méchants, tu vois, dans le film, tu vois. C'est un peu les méchants chauves très bruts, tu vois, contre les gentils Atreides. Mais je sais que c'est beaucoup plus que ça va aller dans un truc plus compliqué que ça. Même dans le film, c'est déjà expliqué que c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, moi, il y a un truc... Pardon, vas-y. Non, parce que moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'empereur fait ça, en fait. Justement, en fait, c'est parce que, et c'est déjà dit, mais c'est vraiment dit en 2 lignes dans le film. En gros, le baron, le duc Atreide devient tellement puissant, et parce qu'il a des maîtres d'armes, etc., qui forment des hommes qui sont presque capables de tenir tête aux élites de l'Empire, que sont les Sardaukar. Donc en gros, typiquement, Duncan Idaho, c'est le mec, même les Sardaukar, typiquement, se chie un peu dessus. T'as vu, il s'en fait quand même pas mal avant de tomber, à lui tout seul. Et du coup, en gros, l'empereur a peur de sa montée de pouvoir, et du coup monte entre guillemets un complot. Donc les Harkonnen qui étaient initialement sur Arrakis, c'est eux qui exploitaient l'épice. Donc ils ont eu l'ordre de déguerpir et de laisser la place, en gros. Mais ça, c'est l'empereur qui fait ça pour se débarrasser. C'est pour se débarrasser d'un opposant politique. C'est ni plus ni moins ça, ou d'un éventuel. Pour se débarrasser des Atreides. C'est ça. C'est explicitement dit. C'est vraiment le duc le sait quand t'as la guilde qui vient pour lui faire le décret, etc. Il le sait, mais il n'a pas d'autre choix d'accepter. Ils savent qu'ils vont quasiment à la mort, mais il a l'espoir de peut-être mener avec la force du désert, peut-être. C'est pour ça qu'il veut chercher les Fremen. C'est pour ça qu'il veut chercher les Fremen. Il a cet espoir-là. Sauf que le coup d'État arrive, le coup de la revanche des Harkonnen vient plus tôt que prévu. Mais se passe pas non plus comme les Harkonnen le voudraient, parce que Paul et Jessica sont en fuite. Et du coup, voilà, ça mènera par la suite. Mais du coup, en gros, c'est ça. C'est vraiment juste... L'empereur veut la chute des Atreides, donc orchestre ce truc. Et les Atreides le savent pertinemment, mais n'ont pas d'autre choix que d'aller à leur mort ou d'essayer au moins de s'en sortir. Ouais, tu sais que moi, j'avais compris ça. Mais en fait, la première fois que je l'ai vu, je crois que j'avais compris l'histoire et tout. Et en fait... après, j'ai pas vu le film pendant 2 ans, et là, je l'ai revu il y a moins d'1 mois, et j'ai cru que j'avais oublié des choses. Tu sais, j'étais en mode, peut-être c'est peut-être un peu compliqué. En fait, quand j'ai revu le film, en fait, non, en fait, il y a pas tant de trucs que ça qui se passe, en fait, tu vois. Dans ma tête, il se passait plus de choses, mais en fait, c'est non. pareil, c'est juste un tout petit peu plus long, parce qu'il y a le fait, et encore c'est juste évoqué dans le film, du fait qu'ils aient saboté le matériel, du coup, pour saboter la rentabilité imposée par rapport à l'épice, c'est les quotas d'épices, etc. Donc, en gros, ils savent pas comment faire parce qu'ils peuvent pas remplir les quotas qui leur sont imposés dès le départ, etc. Donc, ça commence déjà à foutre la merde. Mais voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais en vrai, c'est aussi simple que ça. Pour le coup, le point politique, l'entrée en matière de politique, pour le coup, c'est juste ça. C'est l'empereur qui veut se débarrasser d'un éventuel rival et qui monte ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, pour revenir là sur le côté manichéen de l'histoire, on est quand même, ça me dérange pas, tu vois, d'avoir des gentils contre des méchants. Mais dans ce film-là, ça se sent quand même beaucoup, quoi. Tu vois, il aurait peut-être
un peu brouiller la frontière, peut-être un peu plus. Tu penses je pense peut-être, non? Je sais pas, ils ont tellement des têtes de méchants, les autres. Les Harkonnen, Mais c'est oui. vraiment, ils sont. Il y a la vision de Lynch où ils sont vraiment dégueulasses, où t'as le Oui, baron oui. avec ses pustules et tout, qui est vraiment comme ça, parce qu'il est presque trop clean dans celui de Villeneuve. Ouais, c'est un parti pris, mais que ce soit dans les bouquins ou dans les adaptations, ça a été la même chose. Donc, Ok, non mais je pensais que c'était différent dans les bouquins, mais ok. non, bah, il s'est pas dit qu'ils sont habillés tout en noir tout le temps, si tu veux, mais c'est peut-être un peu trop appuyé dans le côté gothique. Après ils ont un côté brut peut-être aussi dès le départ. Ah oui, dès le oui, c'est départ, vrai. Bah, c'est des animaux. Alors, Rakan, c'est le Oui, le Dave Bautista. Bautista, c'est la bête. Hein. C'est dit Rakan la bête. Hein. C'est vraiment un Oui, animal, celui-là. Oui, tu vois, c'est un peuple assez brut, voilà quoi. Oui, c'est vraiment. Mais le baron est un génie, par contre. Hein. Le baron de Harkonnen, c'est. Ah oui, non mais il est très C'est intelligent, je pense. c'est un qu'il a- très fin stratège, ouais. C'est pas n'importe qui, pour le coup. Je pense, mais même moi, j'aime beaucoup son personnage, mais il y a aussi les Fremen, aussi. Là, pour le coup, je sais pas où il va aller dans le 2, mais on sent quand même une culture moyenne-orientale, quand même très inspirée, tu vois, Oui. dans le film. Je sais, j'ai des idées dans laquelle, je vois à peu près où est-ce qu'il va aller avec. Je sais pas s'il va aller aussi loin que ce que je pense, tu vois, dans le suivant. Mais je pense qu'il y a un truc d'impérialisme là-dedans, évidemment, de critique de l'impérialisme complètement. qui se prépare. Et bon, bah évidemment, je pense que tu peux peut-être nous en parler, Cyril, mais je pense que c'est comme ça aussi dans le bouquin, quoi, que c'est retranscrit. Je spoilerai pas, justement, je vais rester très évasif, mais oui, de toute façon, c'est une œuvre extrémiste, Dune. Il n'y a pas Oui, de demi-mesure. Quand il y a quelque chose, quand il rentre dans une voie, il va jusqu'au bout. Ça va. C'est là que ça va être intéressant de voir jusqu'où Villeneuve va aller dans le deuxième, parce que là, pour le coup, il nous a présenté tout ça dans le premier. Mais dans le premier, c'est tout timide. C'est là, à partir du deuxième, dans le troisième, et si il fait le troisième, c'est pour ça que je suis vraiment sceptique, parce que là, ça traite de choses. Aujourd'hui, en fait, ce serait intéressant de montrer que y a pas, c'est pas compliqué de parler de ça justement ou de fâcher, parce que ce sont des termes qui existent, parce que historiquement, machin, tu vois, il y a pas de problème. Après, il va falloir qu'il fasse attention à l'image qu'il donne à ce genre de termes. Ça va être intéressant. Faut voir. On verra peut-être dans le. Faut dans voir le 2 et s'il dans est le timide. Messie de Dune. Dans le 2, déjà dans le 2, il y a des choses. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout du traitement du personnage original, tu vois. Bah après, d'après les retours, Oui, c'est ça. J'attends de. Ouais. il y a des retours qui disent qu'il va loin, Villeneuve, mais après il y a des recours ils disent aussi qu'il prend un peu son propre chemin aussi, donc il fait un peu. Ouais. Donc bon, va falloir C'est voir. ça. Est-ce qu'il prend pas son propre chemin pour pas avoir à traiter des trucs trop compliqués dans le 3? Peut-être, je sais pas. Je théorie-craft un petit peu. Après, je me dis peut-être c'est ça. Je me dis aussi, il y a un studio derrière, hein, c'est pas forcément lui. Hein. C'est vrai. Peut-être des gens qui sont en mode, ouais, bon, peut-être ça. Bah ouais. Donc on verra bien, mais peut-être parler des persos, peut-être aussi des personnages du film. Ah bah, ils ont pas vendu le premier sur une publicité mensongère avec Zendaya quand même, parce que dans les vidéos Ouais, mais on de s'en minutes à fout la de ça. fin, on Enfin, voit pas. moi, tu vois, je m'en fous des publicités mensongères, des trucs comme ça, j'en ai rien à foutre. Mais bon, bah déjà, on a Je charrie. on a un casting 5 étoiles, voilà, déjà. Et on a déjà dit, voilà, c'est des personnages hyper froids, voilà, c'est des aristocrates. Voilà, il y a une certaine distance vis-à-vis d'eux. Mais je trouve que, vraiment, Paul, pour le coup, Timothée Chalamet, j'aime pas cet acteur, voilà, je trouve qu'il dégage rien. Mais je trouve que pour le coup, il va bien avec le rôle, tu vois. J'ai pas lu le livre, hein, après, moi, je sais pas comment il est dépeint dans le livre, mais dans les films, en fait, ça va. Je trouve que ça marche, le côté adolescent. Après, voilà, il a un côté, quand il va devoir se bagarrer dans le 2, peut-être ça va être plus gênant. Mais là, le côté adolescent qu'il a, je trouve que ça marche bien. Et surtout, je trouve qu'il a une bonne relation avec sa mère, parce que là, je trouve que c'est un peu plus chaleureux, du coup, sa mère et lui, alors que Rebecca Ferguson, je pense qu'elle est censée être très froide, et des fois, elle est très froide, comme une. Elle est Bene censée même Gesserit. encore plus froide, hein. Dans les bouquins, t'as pas Oui. ce genre de lâchement où tu la vois presque craquer. Mais j'aime bien les petits moments où quand même elle s'inquiète parce que ça l'humanise un peu quand même, tu vois. Genre, C'est un bon choix. tu vois, elle est très froide dans pas mal de situations, mais Il l'humanise quand même un minimum. C'est pas juste voilà, une sœur mais je d'un pense ordre. qu'il a vu que la relation entre lui et sa mère c'était comme un truc important. Et Rebecca Ferguson, je trouve qu'elle le joue bien parce qu'elle est en mode, tu sais, et quand la Charlotte Rampling, je sais pas, la reine Bene Gesserit, tu vois, La révérende mère. la révérende mère, elle arrive, elle se plie directement à ses volontés. Tu vois, il n'y a pas de truc, c'est genre, c'est la mère supérieure, on l'écoute, tu fais ce qu'elle te dit, voilà, elle est directe, mais elle a quand même ce côté, bon, ok, c'est mon fils, ça peut mal se passer et je peux perdre mon fils, tu vois, quand même, elle est quand même, et je trouve que ça marche plutôt bien.
Et toi, Ista, les personnages, est-ce qu'il y en a que t'aimes bien, il y en a que t'aimes pas? Bah, je dis que moi, le Momoa, le personnage de Duncan, je l'ai trouvé attachant Ouais. et plutôt chouette, ouais. Après, il joue Jason Momoa un peu quand même. Il joue un peu Jason Momoa. Momoa et Momoïse. Ouais, mais moi débile, donc ça va bien. Ouais, ça va. Il est attachant. Enfin, je pense qu'il est peut-être pas censé être exactement comme ça dans le bouquin. Je pense que voilà, Jason Momoa, il l'a un peu pris pour être un mentor. Parce que bon, voilà, Jason Momoa, Josh Brolin, ils ont un peu un rôle un peu similaire. Et je pense pour les distinguer les deux, t'as Josh Brolin qui est le maître sérieux, tu vois, qui est hyper. Bah là, pour le coup, il est vraiment froid. Il est vraiment dans le faut apprendre et tu te tais quoi. Alors que Jason Momoa, il est plus friendly quoi. Il lui fait des câlins, tu vois. C'est un peu peut-être pour les séparer ces deux personnages qu'ils utilisent. Mais bon, d'ailleurs, le personnage de Josh Brolin disparaît littéralement du récit, pour le coup. C'est un peu On est cool. d'accord, il est pas mort. Non, il est pas mort, hein, Ouais. il est dans le 2, mais Ouais. juste il disparaît du récit, donc c'est un peu Oui, cool. on l'a pas vu. Ouais, on n'a pas vu où il est passé. Ok, d'accord. Bah, un peu comme dans celui de Lynch, hein. Il s'en va à un moment, on le voit plus, puis Ah on ouais le revoit. Je me souviens plus. Ouais, mais juste, ouais, mais dans celui de Lynch, on le revoit, quoi. Mais en fait, c'est C'est- ça, c'est là où ça manque, en fait. Tu vois pas l'éparpillement de certains Atreides à la fin lors de l'attaque. Quand ils sont attaqués, Ouais, ouais, quand bah ils sont ouais. attaqués. C'est des petits trucs, tu vois. C'est ça, il a été trop contemplatif sur certaines choses pour pas nous mettre en scène des choses importantes dans la compréhension de ce qui s'est passé, je pense. Alors moi qui ai lu tout ça, je m'en fous, mais pour le coup, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui soient pas rentrés dans le film ou qui... mais pour le coup, je trouve que c'est aussi un problème qu'on a déjà on avait évoqué, c'est qu'il y a trop de setup qui Ouais. n'auront de payoff qu'après. Le personnage de Josh Brolin, c'est littéralement ça. Je veux dire, Javier Bardem, Zendaya, voilà, on sait qu'ils sont importants parce que sinon ils auraient pas casté Zendaya et Javier Bardem, mais ils arrivent tellement tard, ils sont On les tellement voit pas peu là beaucoup, que final ça prépare plus la suite. Donc il y a vraiment ce sentiment-là aussi de film un peu inachevé, quoi, même jusque dans les personnages, pour le coup. Après, moi, j'aime bien, par contre, Oscar Isaac. Oui, il est je pas trouve mal. chouette. Bah là, il fait vraiment chef de famille. Voilà, il je trouve passe qu'il de a. ouf. En plus, il a une belle barbe. Voilà, je trouve que ça lui va bien. Voilà, il a des super scènes pour le coup. Mais moi, ceux que j'adore, c'est les Harkonnen. Je trouve que vraiment, là, pour Ouais, le coup. ok. Ah, moi, j'adore vraiment toute la DA, enfin, comment ils sont. Bon, ok, c'est un peuple brut et c'est pas très subtil, tu vois, la manière dont il a. Mais par exemple, le baron, je trouve. Son design et tout, je trouve ça super. Genre vraiment. C'est vrai que là, tu vois le contraste du bien et du mal entre Oscar Isaac, ultra beau gosse, au prime de sa forme, avec sa barbe et tout, le petit brushing. Non, mais en vrai, mec, il pète trop la classe. Et de l'autre côté, le baron Harkonnen, là, il lui manque les pustules pour le coup. C'est vrai que le contraste. Ouais, mais tu vois, il a un côté Ouais, moi, je le dégueulasse. trouve pas assez dégueulasse, tu vois. Mais moi, il a pas le côté dégueulasse pareil, tu vois, parce que dans celui de Lynch, il est vraiment, il est presque ridicule un peu, tu vois. Celui de Lynch, Oui. là, je le trouve qu'il est dégueulasse mais effrayant, tu vois, le baron là, pour le coup, il est énorme déjà, il est vraiment énorme, il est tout pâle et en même temps, il y a des scènes super où, par exemple, il est dans son bain noir là, tu vois, c'est hyper bizarre comme ambiance. Oui. Enfin, j'aime beaucoup moi l'ambiance et même les décors et l'esthétique froide de Villeneuve, elle va tellement bien avec ses personnages que là, pour moi, j'aime beaucoup quoi. L'araignée bizarre qui mange je sais pas quoi, là, dans une gamelle. Oh, ça, j'ai pas compris. Oui, ça c'était gratuit. C'était complètement Pourquoi gratuit. Bon, d'accord, il y a une araignée. Bon, ok, c'est juste là pourquoi. Bon, ok, on sait pas. Puis il y a David Malkian, là. Oui, Partout, qui ouais. meurt parce que l'autre il a claqué sa dent et il meurt dans les trucs. Mais je pense qu'on va tous s'accorder pour dire que le film a trop d'exposition. Voilà. Oui. Oui, mais Oui. ça, c'est son groupe. Même si c'est agréable de temps en temps, là, c'est trop. Il manque trop de choses à côté. Mais en vrai, moi, l'exposition, ça me dérange vraiment que la fin, parce qu'en vrai, pendant 1h30, je suis un peu dedans quand même. Je suis vraiment dedans, Ouais, dans pareil. l'établissement de l'univers et tout. Je suis vraiment. Je pars, et en fait, quand ils se font tous tuer, les Atreides, et que ça repart sur autre chose, là, je sens un peu que ça devient long. Là, Là, je trouve que ça a du mal à relancer le rythme après sa mort. Là, on relance une intrigue assez tard dans le film, tu vois. J'ai pas le temps de m'intéresser aux Fremen, je trouve. Voilà, Qui est arrivent coupé au beaucoup trop moment tard où dans le film. ça devient intéressant en plus. Et en plus, il coupe à un moment, enfin, tu sais, comme le Hobbit 2, tu sais. Quand Ça ça, devait partir, quand ça se quoi. termine, t'es en mode, bah ouais, mais non, là, c'est pas un moment pour terminer une histoire, quoi. Et voilà, le film se tient pas seul, quoi. Voilà, peut-être avant de partir sur peut-être Dune 2, sur nos attentes, sur tout ça, vous avez peut-être des trucs à rajouter sur le film Allez, si je devais, comme je disais à Al tout à l'heure, si je devais lui mettre une note, tu vois, allez, parce que Ouais. je suis un petit pervers, je lui mettrais, je crois, 3,5 sur 5. Ah, ok, tu vois. Éventuellement 7,5 sur 10, tu vois. Mais bon, du coup, on pourra en dire 3,5 sur 5. Parce que je pourrais pas lui mettre 3,75 du coup. 4. Ouais, on va dire. Ouais, si c'est autorisé, allez, un 3,75, ouais, allez, pourquoi pas, tu vois. Mais en vrai, ouais.
Pas plus. Parce qu'il manque, malgré tout, même si j'adore le côté contemplatif de Villeneuve, j'adore l'univers de Dune, moi, si tu peux faire tout ça aussi contemplatif, mais avec plus de choses, tout ce qui manque, justement, tous les éléments qui manquent pour enrichir le lore comme ça devrait être, je prends. Ça en 4 heures, ok. Mais là, il manque trop de choses. Voilà, c'est tout. En fait, c'est juste... je dirais pas le miscast de Chalamet, parce qu'au final, même si je suis pas forcément fan, il m'a quand même un peu convaincu. J'attends de voir le deuxième, j'en attends beaucoup, parce que c'est quand même censé être un leader, donc... Moi, j'avais une question juste. Il y a un truc qui m'a un peu interpellé pendant le film, sur les scènes de combat là, entre les armées. Oui. C'est qu'ils se battent tous à l'épée, mais pourtant à la fin, il y a un Fremen qui a un flingue et les vaisseaux libellules là, ils ont des missiles. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils se battent à l'épée ? Ah, mais parce qu'il y a les armures. C'est pas les armures que tu peux pas percer. Les boucliers, tu sais, tu peux pas. Il y a les boucliers, c'est ça, tu peux pas les... T'es obligé d'aller lentement la lame, tu sais, aller chercher. Oui, c'est vrai. Donc oui. tu peux pas tirer directement sur eux. Même quand il se fait piquer au le truc. Mais c'est encore plus vicelard parce que sur Dune, et là, il me semble que c'est respecté de ce qu'on a vu, sur Dune, tu peux pas te battre avec un bouclier. Parce que si tu actives ton bouclier dans le désert, ça attire le verre. Ah oui. Du coup, ils vont se battre comme ça. Mais du coup, Ista, globalement, le film, rapidement, et ce que t'attends de Dune 2, toi, pour le coup? Comment ça, le film rapidement, le premier ou le deuxième ? Non, mais le deuxième, une petite conclusion sur le premier, pardon, et est-ce que t'as quelques attentes pour le deuxième? Oui, ma conclusion, c'est un problème que c'est un film d'introduction, mais moi tu vois, sur le tableau, je lui ai mis 4. Ouais. Quand même. Tu vois, j'ai mis plus que Cyril. Wow. Ouais, c'est improbable. Qui l'eût cru? Ouais, parce que je trouve quand même que c'est quand même bien foutu, quoi. C'est quand même super bien foutu. Et quand je regarde ce que j'ai mis entre nuit, je dis ouais, non. Ça va, 4. mais après, t'as aimé plus au second visionnage aussi, donc. J'ai aimé plus au second visionnage. Effectivement, j'ai remonté à la hausse. Ça m'a plus plu. Là, je suis plus rentré dans le récit et tout, donc j'ai hâte de voir la suite sur le coup. Mais je sais pas vraiment vers où ça va. J'ai juste vu les trailers, quoi. J'ai pas lu le livre. Mais j'ai vu qu'il y a des passages en noir et blanc là avec Austin Butler là. Et j'ai très envie de voir Austin Butler chauve là, qui parle bizarre. Ça me paraît vraiment chelou et ça m'interpelle de ouf. D'ailleurs, on parlait de gros casting, mais dans le 2, ils ont recruté Léa Seydoux, Austin Butler. Ouais, j'allais parler l'acteur de Florence Pugh aussi. Et puis l'acteur de Shazam 4 aussi, comment il s'appelle? Christopher Walken. Non, au niveau du cast, c'est gros là quand même. Hein. Ah ouais, non. Et puis en plus, ils jouent bien tous, hein, de toute façon. Puis là, Zendaya, on va enfin l'avoir joué vraiment. On va l'avoir. Donc non, mais j'ai vu en vidéo. Puis les retours, ils sont quand même fous. Je crois qu'il a 98% sur Rotten Tomatoes, c'est un truc de malade. Je crois que c'est le film le mieux noté depuis je sais pas combien de temps. Enfin, c'est un truc de fou ce qui se passe avec ce film. Donc, je suis très très curieux de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est le Dark Knight de Denis Villeneuve? Oh là là. La semaine prochaine. Les phrases comme ça me stressent. Mais moi, pour le coup, je trouve que voilà, c'est son moins bon film de SF. Je trouve quand même que c'est un bon film, mais juste qu'il en fait, quasiment tous les problèmes viennent du fait que le film est il pas fait, il se tient pas tout seul, quoi. Bon, là, on l'a déjà dit. Je trouve qu'il y a quelques problèmes de mise en scène, mais voilà, moi, le style Villeneuve, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'approche de Villeneuve, en fait, par rapport à Dune, à ce qu'ils imaginaient de Dune, ou même à ce qu'il y a dans les blockbusters depuis 15 ans, dans ce genre de blockbuster, voilà, parce que ça dénote, c'est marrant parce que ça dénote du blockbuster, ce que fait Villeneuve dans l'approche très lente, très autorisante, mais ça dénote pas du style de SF réaliste. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais on a quand même donc il a la croisée des chemins, mais pour le coup, je trouve que son style quand même se marie bien finalement avec l'œuvre avec Dune, en fait. C'est pas si déconnant en fait que Villeneuve fasse Dune. Et pour Dune 2, vu que les retours sont complètement dithyrambiques, donc voilà, va falloir voir, mais tout le monde dit que pour les scènes apparemment d'action, de bataille et tout, ça c'est vraiment bien. Donc là, je suis vraiment curieux de voir ce que Villeneuve a fait, parce que c'était pas forcément son fort. J'ai vu des trailers vite fait, mais un trailer, ça me donne pas ce que sera la scène au final. Non, mais je pense qu'il y a deux, trois plans dans le trailer qui doivent faire leur effet sur pas mal de spectateurs malgré tout. Oui, après, moi, je verrai le film mardi soir, moi, et je ferai mon retour.
Et voilà, voilà, on va terminer là-dessus, je pense. De toute façon, la semaine prochaine, il y a pas. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine, Ista? Dune 2. Et on vous en parle le mardi prochain. Il y a la série Shogun aussi, moi. Non, mais elle va sortir quand Oui. on sort l'épisode. Donc, C'est vrai, il y a la série Shogun. Et voilà, on va remercier Cyril quand même d'être venu pour parler de Dune. Merci à vous, c'était cool. Le fanatique Vivement, de Dune, quoi. Bon, le fanatique, je suis fanatique de plein de trucs, c'est juste que. Oui, c'est comme tous les livres que je lis en général, je m'arrête pas à un, je le lis 1, 2, Tu lis la 3, suite. 4, 5 fois. Des fois, deux fois la suite. Je suis un taré là-dessus. Puis bon, Dune, c'est vrai, je vous dis, si je peux le conseiller à tout le monde, lisez-le, c'est. Une petite question, Cyril. Dune ou Le Seigneur des Anneaux Ah non, là, tu peux pas. Au niveau de la beauté du texte, moi, je suis désolé, Le Seigneur des Anneaux me noue la gorge, des fois, tellement c'est beau. Tu vois, c'est terrible, je suis désolé. Alors que Dune, non, c'est pas du tout la même lecture. Même si tu t'attaches vraiment au personnage, qu'il y a des moments vraiment ultra épiques dans Dune. Dans la saga de Dune, il y a vraiment des moments ultra épiques. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Je pense que le cœur dirait Le Seigneur des Anneaux, l'intellect dirait Dune. Alors que bon, c'est pas non plus super intellectuel, tu vois, mais c'est pas forcément très intellectuel, mais juste de par la richesse de tout ce que ça traite et jusqu'au bout enfin tu vois, ça va vraiment jusqu'au bout des bonnes et des mauvaises choses. Je dirais vas-y Dune, je sais pas. Non, Le Seigneur des Anneaux. non, Dune. Voilà, non, je l'ai non, relancé là. Là, je l'ai relancé là sur un autre truc. Ah bah ouais, non, mais là, faut pas me lancer sur Le Seigneur des Anneaux. Non, mais lisez les deux, Voilà, les lisez gars, les c'est deux. pas trop On violence. réunit la SF et l'Heroic Fantasy ensemble, voilà, main dans la main. Et voilà. Ouais. Lisez, si vous pouvez, au moins les 6 premiers. Enfin, les 6 premiers. Si vous arrivez au bout du premier, il y a des chances que le reste se fasse tout seul. Et arrivé au 4e, là, on arrive à vraiment un autre stade épique. J'en dirais rien, c'est vraiment un stade. J'étais pas prêt. Quand j'ai lu ça, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'était la bonne surprise qui te fait pas décrocher du lore et qui te replonge vraiment dedans alors que tu as d'autres personnages. Donc c'est très très intéressant. Ok, on va s'arrêter là. Peut-être que t'as peut-être quelque chose à rajouter, peut-être. Non, j'ai juste dit, après il y a Game of Thrones et ça fait le Big Free. Voilà, Ah ouais. Non, mais Game of Thrones, tu dis 1, 2, 3 fois, puis après, non, t'as plus envie d'y revenir, c'est trop long. Bon, allez, s'il vous plaît, là, on va pas lancer. Là, ça va partir sur autre chose encore. Ce n'est pas. On repart sur Harry Potter? Non. Non. Ce n'est pas un podcast sur l'Heroic Fantasy, on parle de Dune ici. Oh. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode fort sympathique en compagnie de monsieur Papa Koulikov, monsieur Cyril. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le petit pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles. C'est gentil et on se retrouve vendredi pour les news de la semaine. Et salut! Salut. À la prochaine, salut. Au revoir. Ciao.